Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 35e épisode des UBBistes. L'Union termine deuxième de cette phase régulière et se qualifie directement pour les demi-finales de Top 14 pendant que nos espoirs se qualifient en finale du championnat Rechel en éliminant eux aussi le Stade Toulousain. Bon, c'était un week-end sympathique, Yann. Ouais, parfait, nickel. Tu vois, on a fait le premier objectif, les espoirs pareil. Après un beau week-end dernier avec les filles, donc c'est bien, on continue, on est bien. Il faut continuer maintenant. Et en plus, il y a ton petit chouchou qui a mis un doublé, là, c'est bon. T'as tellement prononcé son nom la semaine dernière que le petit Nicolas, il était obligé d'inscrire un doublé. Il était obligé. Et pour fêter cette fin de saison régulière, on se dit que ce serait bien de convier d'autres supporters de l'UBB pour la première fois. Et après avoir reçu des centaines et des centaines de CV pour postuler à cette émission, notre choix s'est porté sur deux profils un peu atypiques. Le premier est amateur de sport de combat, participe au podcast Jab Life, créateur de contenu aventurier que vous pouvez retrouver sur X et Twitch sous le nom de Dylan Trekking. Salut Dylan. Salut la team, quel bonheur d'être là. Ouais, ça va, t'as passé un bon week-end, un bon match à Chaban ? Ouais, c'était cool, hein. Franchement, bon, on a eu une petite, enfin, on va en parler, hein, mais petite frayeur, frayeur. On a claqué du cul pendant 50 minutes, quoi. Après, ça, quand ils se sont réveillés pour de bon, mais... Ouais, effectivement, quand tu mets 6 essais en une demi-heure, après... Voilà, c'est ça. Ça va de suite mieux. Et effectivement, les au revoir n'ont pas été gâchés par une mauvaise surprise bretonne. Et pour le second, que vous connaissez peut-être, pour ses illustrations des compositions d'équipes humoristiques qui sévit sur la page Rugby Tuesday, c'est Greg. Salut Greg. Salut Cyril, salut Yann, salut Dylan. Ravi d'être parmi vous. Merci pour l'invite. Bah écoute, ravi de te recevoir. Ça me fait très plaisir que tu aies accepté cette invitation. Bon là, tu as 2 semaines pour préparer ta plus belle compo pour la demi-finale. Je vais faire l'effort, je vais m'appliquer. Bon. Et avant de commencer, on tient d'une part à remercier les tipeurs de la semaine qui sont venus nous faire un petit don sur la cagnotte Tipeee. Donc on a Auré, Pierre, Fabien, Melchior, Rémi, Louis, David, Patrick, Jean-Marc, Yon, Paul et Grégory. Donc il y a du monde, hein. Nous on est vraiment impressionnés par l'aide qu'on reçoit et on s'engage à y faire honneur pour la prochaine saison. On a déjà des idées pour développer le podcast, voilà, faire pourquoi pas des jeux concours, etc. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas. N'oubliez pas aussi de vous abonner sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et aussi sur Amazon Music, évidemment, puisqu'il y a Fabien et Sandrine qui nous écoutent sur cette plateforme et qui nous ont fait des petites remontrances la semaine dernière. Donc si vous faites partie des 1% qui nous écoutent depuis Amazon Music, bah, n'hésitez pas à liker, partager ce podcast et à vous abonner. Allez, place au match. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner le match. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment, quoi. Et ce samedi soir à Chaban, rempli de Bretons, l'UBB recevait Vannes, mais la blague a été interdite côté Béglé pour sécuriser cette deuxième place. Et il y avait de quoi craindre une mauvaise surprise tant les à côté auraient pu perturber nos joueurs avec la présentation de la Champions Cup, le bouclier des Lions, les au revoir à nos joueurs partants. Mais s'il y en a un qui n'a pas été perturbé par ses à côté, c'est bien Mathieu Jalibert qui va chercher Louis Bielbiarré dès la 5e minute à part un sublime jeu au pied pour donner le tempo à une rencontre qui va être pour le moins prolifique en nombre d'essais. Mais les Vantais vont profiter d'une pénalité jouée un peu trop rapidement à la main dans nos 22, suite à un beau grattage de Perchaud d'ailleurs, pour remettre la main sur le ballon dans notre camp. Et on n'arrive pas, nous, à se dégager avec notamment une chasse un peu trop agressive de Van Rensburg. Et finalement, ils vont en profiter à la 11e minute pour un bel essai conclu par Pierre Boudéan et passer devant au score 7-5. Mais cela va réveiller nos Bordelais qui vont enchaîner les temps de jeu et les jeux au pied inspirés pour un Louis Bielbiarré volant qui vont se récompenser par un essai du partant Yann Lesgourg à la 21e minute. Peu avant la demi-heure de jeu, les Bordelais vont se retrouver à 14 suite au carton jaune reçu par Adam Coleman, mais ça ne va pas empêcher Mathieu Jalibert de servir son autre ailier, Damien Penaud, d'un délice de jeu au pied pour porter le score à 19-7, avant que les Bretons ne reviennent à 5 points à la sirène sur un beau ballon porté. Dès le retour des vestiaires, Mathis Perchaud va lui aussi prendre son petit jaune, ce qui va permettre à Vannes de prendre les devants 19-21 à la 48e. Comme le soulignait Dylan, on ne faisait pas les fiers.
Franchement, à ce moment, moi, j'ai presque commencé à supporter les Vantés pour qu'ils aillent chercher le bonus offensif. Mais finalement, à partir de la 56e, les Bordelais vont passer la seconde. Et une bonne perforation de Pierre Beauchaton permet ensuite à Bentami Ifuna, crampé, de repasser devant. D'autant que les Vantés prennent un jaune sur cette action. Et ensuite, en 25 minutes, c'est donc 6 essais au total qui vont être inscrits donc, par Big Ben. 2 porteurs à 2 reprises, Louis Biel-Biarré, Damien Penaud. Et le meilleur pour la fin, pour finir la saison en beauté, Thomas Kino Taofa, qui sera transformé par le jeune Nance du coin à la Sirène. Score final 59-28 quand même. On passe tout de suite au débrief en commençant par les points négatifs. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh, il nous casse les couilles là. Et comme d'habitude, avant de commencer par ces points négatifs, on va commencer avec un petit mot sur les Vantés qui, eux, descendent en Pro D2, qui ont quand même très bien joué pendant 50 minutes avant de craquer un peu physiquement en fin de match. Et d'ailleurs, ça a été un peu le cas toute la saison pour eux. Ça a été aussi le cas au match aller à la Rabine. T'en as pensé quoi, toi, Yann, de cette équipe tu vois, sur ce match, mais aussi dans l'ensemble de cette saison, avec un public aussi qui était formidable? Ce sont sur la saison et sur ce match, ils étaient à l'image de leur saison. Hein. C'est une équipe qui est quand même très belle à avoir joué, très offensive. On a vraiment l'impression, moi je la compare un peu à ce qu'on avait évoqué avec Northampton, etc. Ça fait un peu équipe de première chips. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont une science de l'attaque qui est plutôt poussée avec, je trouve, des belles cellules avec des belles feintes. Ça joue bien dans le dos, il y a les bons timings. Ça a amené par un super 10 Lafage, etc. Donc je trouve que c'est très clinique. Après, par contre, le truc, c'est que c'est très fort en attaque, mais par contre, ça a parfois des oublis un peu en défense, et donc du coup, ils ont, malgré une très belle attaque, parce que je pense qu'ils doivent être dans les meilleures attaques du championnat, mais je pense qu'ils ont pris beaucoup trop de points pour espérer, et ils ont lâché en fait beaucoup trop de matchs pour pouvoir se maintenir. C'est dommage parce que c'était un beau public, une belle équipe, mais bon, j'espère qu'ils vont garder. Le but, c'est qu'ils essayent de garder le plus de monde l'année prochaine en Pro D2 pour pouvoir refaire la bascule. Ce serait l'idéal, quoi, pour eux. J'allais dire, c'est la 4e meilleure attaque du championnat, je crois. Je crois que c'est ce qui a été dit pendant le match par les commentateurs. Et effectivement, on l'a vu. En gros, on a vu malheureusement ce qu'on a vu toute la saison pour Vannes. C'est que énormément d'envie, énormément de qualité, un 10 effectivement qui est franchement qui sent les coups, qui est assez incroyable. Et il nous a fait un match quand même, quand il a voulu nous faire la misère, il nous a fait la misère. Sa petite passe claquée là, quand il passe dans le dos aussi de la défense sur le deuxième essai, enfin c'est quand même ça joue bien dans le dos, ça joue bien derrière les lignes. Après problème de toutes les équipes en fait qui montent en top 14 de la Pro D2, la profondeur d'effectifs, la profondeur de banc, où du coup tu peux aligner une équipe compétitive et une équipe de guerriers en l'occurrence, en plus avec un vrai état d'esprit. Si t'as pas 23 joueurs au niveau en top 14, ça marche pas en fait, et c'est terrible. Et je pense que Vannes a été a souffert de ça en fait, et a souffert de cette montée en top 14. Je pense qu'il monte, il serait monté peut-être dans un an ou deux, il serait peut-être arrivé un peu plus près. Je pense que ça c'est un peu aussi le problème de la montée de la Pro D2 à la top 14, au top 14. Mais par contre effectivement, chapeau aux Vantais qui nous ont vraiment fait trembler pendant 50 minutes, ce qui est quand même pas anodin. Et c'est pas vraiment parce qu'on faisait un mauvais match, hein, c'est parce qu'ils ont fait un très très bon match et 50 très bonnes minutes comme toute la saison en fait. Oui, effectivement, Vannes, c'est un club qui a apporté beaucoup de fraîcheur sur le top 14. Hein. C'était la première fois qu'ils jouaient. Ils ont montré cette saison toute leur valeur. Effectivement, très belle attaque. Je crois qu'ils sont 8e attaque. Par contre, forcément au classement, ils finissent 14e, donc ça montre quand même toute la difficulté de ce championnat. Et à chaque fois, ils ont eu quand même souvent des courtes défaites. Ils ont vraiment pas eu beaucoup de chance. Hein. Et effectivement, un beau jeu d'attaque. Nous, ils nous ont mis 4 essais l'autre soir et des beaux essais. Bien, le ballon circulait bien dans les 22 mètres, ce qui est particulièrement difficile. Hein. Après, je me dis que voilà, quand le rugby va se développer, à commencer par la Bretagne et peut-être plus tard le Nord ou le Grand Est, ça sera un plus pour l'équipe de France, bien sûr. J'en profite pour faire un petit coucou amical du compte Brest Rugby qui notamment participe à la communication du rugby en Bretagne. Hein. Et d'ailleurs, ils ont été condamnés uniquement sur le dernier match. Hein. Mathématiquement, c'était pas encore fait. Je trouve que c'est un exploit pour un promu. Et je leur souhaite de remonter très vite en top 14. Ils étaient d'ailleurs très nombreux à Chaban l'autre soir. Hein. Ouais, je crois que c'est 3000 Bretons annoncés, ressentis 15 000 à Chaban.
Ah, il y a eu des drapeaux bretons partout. Il y a eu peut-être la diaspora bretonne aussi. Ouais. Ouais, puis je pense que beaucoup ont fait le déplacement aussi en sachant que c'était potentiellement le dernier match en top 14. Effectivement, tout n'était pas joué, même si les probabilités étaient faibles. Donc effectivement, on salue sur X Braise Rugby, mais aussi Loïc, que nous on avait eu pour le match aller, qui sont très actifs. On leur souhaite de revenir vite en top 14 et de passer une très bonne saison en Pro D2 l'année prochaine. Tu vois, on aurait peut-être préféré que ce soit une autre équipe qui descende en Pro D2, mais bon, c'est comme ça. Ils avaient Le Stade séduit. Français, je le dis. Je mets les pieds dans le plat. Voilà. On aurait préféré que ce soit le Stade Français. C'est Dylan qui le dit, du coup. Je le dis. Mais du coup, ouais, c'est dommage, mais voilà, ils reviendront. Ils ont séduit tout le top 14. Moi, je discutais avec Étienne Gontier de United BB la semaine dernière et il me disait qu'ils avaient été reçus comme des rois à Vannes et que du coup, ils avaient fait de même ce week-end. Donc bon vent. Il est en slip dans la tribune, là, c'est ça? C'est exactement ça. C'est l'United BB qui sont en slip dans la tribune. On aura peut-être l'occasion d'en reparler pour les au revoir de Annonce du coin, notamment. Pour revenir sur le match, des points négatifs, évidemment, le fait de prendre 4 essais. En défense, on n'y était pas forcément. Moi, pour citer un joueur, par exemple, et ça va me faire mal de le citer lui, je pense que c'est peut-être la première fois de la saison que je le cite dans les points négatifs. J'ai trouvé Rohan van Rensburg pas tranchant, assez maladroit, pénalisé, comme je disais dans le résumé, sur un plaquage en l'air, mais même en seconde mi-temps, des mains au sol, un hors-jeu qui lui vaut aussi un carton jaune. J'ai pas trouvé qu'il était très percutant offensivement, même en défense, je crois qu'il loupe la moitié de ses plaquages. Enfin, c'est vraiment compliqué pour lui sur ce match-là, alors que pourtant derrière ils ont tous fait un match plutôt correct. Bon, après, dans l'engagement, c'est globalement, hein, je trouve que l'engagement qu'on a mis, c'était pas bon. On voulait pas vraiment engager vraiment notre corps, tu vois. J'ai senti les trois quarts alors à part Nico qui s'est vraiment bien engagé, ou même devant Gazzotti, j'ai trouvé qu'on tu l'aimes bien, Nico, hein. J'ai trouvé qu'on était un peu léger dans l'engagement, tu vois. Tu vois, Mathieu, par exemple, parfois il avait pas trop envie de plaquer. Bon, après on s'en fiche, hein, parce que vu ce qu'il apporte en attaque. Et Van Rensburg, t'as raison, c'est vraiment le truc qu'on peut mettre en avant, quoi. C'est-à-dire que il loupe la moitié de ses plaquages. Parfois il faisait des montées un peu dégueu. Donc tu vois, on n'a pas mis l'intensité qu'il fallait pour ce type de match. Et de l'autre côté, Van a été plutôt très fort dans ce secteur, comme l'a dit Dylan. En attaque, ils ont été très performants. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a eu ce match un peu où on savait pas où trop on allait, quoi. Heureusement qu'ils prennent ce carton jaune à la 50e parce que on rentrait dans un match de merde où on veut pas mettre suffisamment d'engagement pour performer. Donc je suis d'accord avec toi. Van Rensburg, c'est un peu tu peux le mettre en avant, mais c'est vrai que même collectivement, j'ai pas senti un super gros impact défensif. On n'avait pas vraiment envie de se faire mal. Je pense qu'il y avait aussi, il y avait vraiment ce truc de dernier baroud d'honneur pour les Vantais, qui effectivement mathématiquement ils étaient pas éliminés, mais bon, on avait quand même eu le manager qui avait fait une sortie après la défaite contre Pau. Il savait quand même que ça allait être compliqué d'aller chercher le bonus offensif à Chaban, et en plus avec le scénario final avec Perpignan qui bat Toulouse, dans tous les cas ce serait pas passé. Mais donc il y avait ce côté un peu baroud d'honneur, et on l'a dit, on l'a assez dit, que l'esprit des joueurs Vantais, que c'est des guerriers et qui sont arrivés, ils ont dit on va tout donner sur ce match contre une équipe qui avait peur de se péter pour la demi, et ça c'est pas la première fois qu'on le voit de la saison, puisqu'on a été au bout de la Champions Cup, donc on l'a vu tous les matchs avant les rendez-vous importants, l'engagement il était pas là. On le voit avec Toulouse aussi, hein, ça a été un peu le même truc. Et effectivement, Van Rensburg, il fait peut-être le pire match de sa saison depuis qu'il est arrivé. Après, franchement, il a fait une saison tellement XXL pour l'instant que passer à côté d'un match. On a tous fait du rugby ou du sport. On sait qu'il y a des jours tu peux passer à côté, c'est comme ça. Et puis, on disait aussi que c'était difficile de digérer un titre. Lui, il a quand même reçu le titre suprême de la meilleure recrue du petit bureau, donc faut quand même faut le vivre, ça. Mais effectivement, il est passé à côté de son match. Encore une fois, c'est tellement rare que ça vaut la peine d'être signalé, mais en même temps, c'est un pas de côté sur un match où le scénario est bizarre, où l'engagement est bizarre, où c'est les partants, il y a la présentation de la coupe, il y a machin. Enfin, je pense que c'est un match qu'on aurait pu mieux jouer. Et en même temps, quand tu vois que Toulouse, pareil, il passe à côté, quand tu te dis, il y a aussi un truc plus global de
il y a une équipe qui a pas envie de se péter et il y a une équipe qui s'en fout de se péter, qui a juste envie de laisser une trace durable dans son année de top 14, quoi. Ouais, Van Rensburg, ça m'a pas choqué son match. Je pense que la défense de Van était quand même assez concentrée au centre du terrain, c'est-à-dire là où il doit venir péter. Et alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais son jaune, là, il a les mains devant la ligne. Bon, Trainini a l'air assez sûr de lui. Je trouve ça un petit peu sévère quand même. Pour dire, en fait, normalement, on n'est pas censé mettre les bras devant la ligne. En fait, il faut être derrière la ligne des 5 mètres. Et comme c'est dans une action dynamique, comme pour Perchaud, hein, il a sorti le carton jaune. Bon, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a pas fait. C'est comme à la fin, hein, tu te demandes pourquoi il sort le carton jaune. Bon, parce qu'il y a une faute dynamique. Il a eu la main facile quand même. Il a mis la main à la poche facile. On va pas se le cacher. Il est dans son droit à chaque fois qu'il le met, c'est légitime et c'est justifié. Comme le dernier à la 82e. Ouais. Mais le dernier à la 82e, si tu le mets pas, ça change bien. Tout le monde dort bien le soir. Tu vois. Ouais. Si tu le mets pas, peut-être que Nance ne met pas sa transformation. C'est ça le problème. C'est vrai. C'est vrai. C'était écrit. Du coup, ça rejoint un point que moi j'avais, c'était la discipline. On prend quand même 3 jaunes, même si effectivement il avait le carton facile. Adam Coleman, Perchaud, Van Rensburg. C'est peut-être un petit peu trop quand même à ce moment-là de la saison, surtout que sur des fautes comme celle d'Adam Coleman, t'es jamais très très loin d'un rouge qui peut t'empêcher de jouer les demi, quoi. Donc alors, il n'y avait pas une faute énorme, mais toujours est-il que quand il y a contact à la tête, il y a toujours un risque, quoi. Suite Coleman, il peut mieux se baisser. Par contre, il y a un truc, je pense que ça soulève un débat vachement plus profond et on va pas rentrer maintenant dans le détail, mais quand tu vois l'action d'Underhill en finale de la challenge, même l'action de Mamadou en finale de la Champions aussi, qui écope d'un jaune. Et là, du coup, Coleman écope aussi d'un jaune, donc tu pars du principe que c'est à peu près le même degré de dangerosité et ça mérite la même peine. Alors, soit tu mets rouge à Underhill et tu lui mets 25 matchs, et tu mets jaune à Coleman, soit tu mets jaune à Underhill et du coup pas à Coleman. Enfin, il faut un peu aussi, je crois qu'il va falloir remettre à plat. Là, il y a eu un truc de circonstances atténuantes dans tous les sens. Et là, en l'occurrence, il y a des je sais pas moi, le truc de Coleman. Sa position est pas bonne, son attitude est pas bonne au plaquage. Maintenant, le jaune, il est pas non. Enfin, moi, je le trouve un peu sévère. Voilà, je vais pas le dire que quand on voit tout ce qui s'est passé dernièrement et les gens qui ont eu des jaunes, je me dis celui-là, il est quand même dur. Voilà. Carrément, surtout que en fait, c'est lui qui prend un coup d'épaule dans la tronche aussi. Après, il est grand, il se baisse pas, alors forcément, ça aide pas. Ouais, moi, je trouve que c'est pas forcément le jaune qui est sévère. Je trouve que c'est plutôt comme tu dis, Underhill, il doit prendre un rouge. Là où Coleman doit prendre un jaune, je pense que le jaune de Coleman, pourquoi pas. Il se baisse pas, donc à partir de là, c'est dangereux. Et puis... Oui, non, son attitude est pas bonne de toute façon. Et puis ça s'explique parce que Trainini, en fait, à 2 mètres de l'impact, lui, il voit la tête, et donc de fait, après, il cherche juste regarder s'il y a des circonstances atténuantes. Et effectivement, il y en avait. Donc moi, le jaune, c'est pas déconnant. Coleman doit faire plus attention. Là, pour le coup, c'est vraiment ce genre de truc. Bon, c'est passé, il y a rien eu, donc ça va. Mais c'est vraiment ce genre de truc que j'avais un peu peur. Outre la blessure, le carton rouge, de toute façon, on est dans un sport de collision, donc les accidents, ça peut arriver. Là, ça aurait été un accident, et Coleman, on l'a pas en demi ou en finale, ça te met quand même un sacré coup à ton 23 type, et là, c'est plus la même chose, quoi. Mais t'as raison, la discipline globalement a été un problème, surtout au début, en fait. Bon, après, on n'avait pas le ballon, on a été un peu, on était un peu en retard, etc. Mais ça, c'est, voilà, je pense que c'est encore lié à l'envie. On l'a vu après, à partir de la deuxième mi-temps. Là, par contre, on a complètement maîtrisé. On en parlera dans les points positifs, notamment les rucks. Mais c'est vrai qu'au début, on s'est fait un peu secouer, et ce qui a fait qu'on a été plus pénalisé. Mais je pense que tout est lié par rapport à l'engagement et ce qu'a dit Dylan, le fait que, t'es dans un contexte un peu particulier, t'as quand même des grosses échéances qui arrivent, quoi. Et moi, il y avait un truc aussi, c'est les... Alors, pour le coup, on a marqué 9 essais, donc forcément, on a fait beaucoup de réceptions de coups d'envoi, mais du coup, on en a cafouillé quand même pas mal. Est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille? Est-ce que c'est les Vanté qui ont particulièrement ciblé les bonnes zones? Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un mal alors, pas récurrent, c'est pas à chaque match, mais j'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on souligne ces défauts-là. Début de saison, c'était une catastrophe, Les réceptions de coups d'envoi en début de saison, on s'en rappelle, c'était une catastrophe, et particulièrement quand on était à l'extérieur. D'ailleurs, vous en aviez parlé. Quand on était à l'extérieur, on n'arrivait pas sur les coups d'envoi, on n'arrivait pas à attraper un ballon. Et là, je pense que c'est un point négatif, effectivement, qui pour moi a été gommé par un point positif. C'est Loulou, on en parlera plus tard, mais Loulou sur les ballons. Et en fait, du coup, tu te dis, Loulou a compensé sur les ballons hauts. Par contre, effectivement, on en a loupé 4, je crois.
3 ou 4, c'est beaucoup. Moi, j'en ai Alors effectivement, on en a reçu beaucoup parce qu'on a marqué 9 essais. Mais c'est beaucoup et c'est des erreurs que tu peux pas te permettre. Après, je pense que vraiment toutes les erreurs qu'ils font sur tout ce match, c'est lié au défaut d'engagement. Je pense qu'au rugby, ça fait partie de ces rares sports quand même où le défaut d'engagement te coûte absolument tout. C'est-à-dire, on parlait de l'indiscipline, trop t'engager c'est une chose, mais pas assez t'engager, bah justement ça c'est de l'indiscipline aussi, puisque t'arrives toujours à la bourre, t'es à contre-temps tout le temps, dans les rucks t'y es pas, machin. Donc je pense qu'on a été, enfin on n'était pas, on n'avait pas envie, on n'a pas mis l'esprit qu'on met d'habitude et qu'on met sur les gros matchs. Et ça c'est un truc qui est récurrent sur toute la saison aussi, où à chaque fois qu'on domine une équipe ou qu'on pense dominer une équipe, on met pas forcément l'envie qu'il faut. Et ben dans les grands matchs, je trouve qu'à chaque fois on est au rendez-vous. Par contre, au niveau de l'esprit, et ça c'est quand même très rassurant. Pour l'instant, cette année, on n'a pas loupé un grand match techniquement, donc on peut pas, voilà. Mais sur ce match-là, ouais, on est passé à côté parce que ouais, pas dedans, pas envie, pas sur les 50 premières minutes du moins. Et du coup, je distinguerais deux types de renvois. Là où on n'a pas le droit de se trouver, c'est les renvois longs au niveau des 22. Là, c'est clairement le bloc saut qui s'est chié, avec Petit qui attrape le ballon. Par contre, les renvois à 10 mètres, c'est vrai que là, c'est vraiment plus compliqué à défendre. Alors quand on est dans l'axe, on avait trouvé la méthode avec on liftait Buros, donc là on n'a pas Buros. Mais après, là, tu vois, c'était plutôt du homme à homme. Donc pour le coup, la phase, je les avais vraiment très bien tirés. Ceux qui étaient juste aux 10 mètres à la limite, ça, il était vraiment bien tiré. Par contre, en fond, là, les blocs fond, ça, on n'a pas le droit. Là, il faut que tu arrives à sauter sous le ballon, c'est pas possible autrement. Donc là, après, je suis d'accord avec Ilan, je pense c'est un tout. D'ailleurs, c'est pour ça, après, quand on a remis tout à l'endroit, c'est allé très très vite. Est-ce que les gars, vous avez d'autres points négatifs à soulever? Ouais, moi je trouve qu'on a quand même une faiblesse en première ligne, hein. Donc là, il y avait quand même Poirot suspendu, il y avait Boniface blessé, donc forcément, on fait jouer un espoir, la Baquet, qui n'a pas démérité, mais ça a fait un petit côté roue de secours quand même. Et Perchaud qui revenait de blessure, son premier match de retour, il a joué 70 minutes. Voilà, je pense que pour l'année prochaine, il faudra travailler dans ce secteur-là. On sait que Taoufa, il n'a pas beaucoup de moteur non plus. C'est dur de le faire jouer plus que 20 minutes. Donc, il y a une petite faiblesse en première ligne quand même, pour un second du championnat. Ouais, après tu l'as dit, il manquait quand même Poirot, Boniface, Falatea. Enfin, il te manque quand même 3 de tes joueurs. Alors, moi, Florian Baquet, je voulais en parler on en parlera juste après, parce que je trouve que c'est bien d'avoir des espoirs. Alors là, il a joué 10 minutes, mais qui montrent un peu le bout de leur nez. Là, pour le coup, sur ce match-là, effectivement, tu joues avec des joueurs de rotation, Taoufa, Baquet, mais parce que tu as aussi beaucoup de casse. L'an prochain, on a du Louis-Marie qui va arriver, on a des départs, mais on va garder quand même une ossature qui va être très très cohérente, avec en plus Gaëtan Barlow. Donc sur la première ligne, moi je suis pas tellement inquiet. On va se renforcer à droite avec Sadi qui va revenir. Ouais. Donc sur ce match-là, je suis assez d'accord. Il y avait une faiblesse, peut-être en conquête, ça a été relativement, enfin en tout cas en touche, on les a plutôt bien contrés. Pour moi, c'est un point positif. Mêlée, on a perdu qu'une mêlée où c'est Big Ben qui lâche une liaison. Hein. Après, c'est Perchaud a réussi à enfoncer son pilier une fois. Quand Baquet, bon, on parle dans les points positifs. On va parler plus tard dans les points positifs. Ouais, parce que Perchaud, j'avoue, point positif de ouf en plus. Je crois qu'on est pénalisé 3 fois quand même en mêlée. Hein. Il y a Ben qui est pénalisé, il y a Perchaud également et Baquet également. Hein. Donc ça fait 3 fois quand même. Hein. Donc tu regarderas tes chiffres, Yann. Hein. Ouais, parce que si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine. Hein. Bon, je vais remplacer Yann par Greg pour les prochains podcasts. Pour la saison 2. Non, il est excellent. Gardez-le. Non, mais effectivement, c'est peut-être la mêlée. Après, c'est un mal. C'est vrai qu'on est rarement très dominant. Là, il manquait du monde. Donc, bon, effectivement, c'est quand même assez normal qu'on souffre sur certaines, même si dans l'ensemble du match, ça a été cohérent. Écoutez, on mentionnait des points positifs. Je vous propose qu'on les regarde tout de suite. Et pour commencer les points positifs, on peut parler du coup de l'espoir. Florian Baquet qui a fait ses débuts. Alors il a joué que 10 minutes effectivement. Moi je ne l'ai pas tellement remarqué en tout cas au stade. Yann, t'en as pensé quoi toi de Florian Baquet ? Très bien. En fait, je suis pas surpris. On m'avait évoqué un peu son profil, solide en mêlée. Bon, pour les espoirs, hein, j'ai bien entendu. Et par contre, c'est vrai que dans
dans le jeu, on voit qu'il est encore tendre, quoi. C'est-à-dire qu'il circule pas assez bien, mais par contre, il a assuré les fondamentaux parce qu'il a eu 3 ou 4 mêlées à jouer, donc il a été pénalisé une fois, mais globalement, il a été plutôt convaincant pour ses premières mêlées, donc je suis très content, moi. Très content. Après, bon, voilà, il manque un peu de coffre, il arrive pas à circuler. À un moment, on prend un essai, Caso lui dit t'es pas dans la bonne zone. Il gronde un tout petit peu, mais c'est normal. Voilà, il faut il faut se dire que c'était même pas lui qui était prévu de base, hein, parce que tu vois, Awad s'est pété, peut-être que même Pagard était devant lui et qui est blessé, je crois, parce qu'il jouait pas avec les espoirs. Donc tu vois, c'était. Je pense qu'il a appris qu'il jouerait en milieu de semaine, à mon avis. Hein. Donc tu vois, et en plus ouais ça, parce que Boniface s'est pété, à une douleur en plein milieu, plein milieu de la semaine d'entraînement. Donc bon, moi je pense que c'est très bien, une très bonne première. Je pense que ça a été une bonne expérience pour lui et plutôt content, quoi. Ouais, je trouve aussi il arrive dans un match en plus assez particulier avec Chaban plein, avec les au revoir, plein d'à côté, etc. Alors il n'y avait pas d'enjeu outre ou mesure sur ce match-là. Il laisse ses potes en plus pour jouer la demi-finale au même moment, donc il a rendu un fier service à l'équipe pro. C'est une belle première. On espère le revoir. Pourquoi pas la saison prochaine, mais effectivement, faudrait qu'il y ait de la casse pour ça, puisque il y a du monde à ce poste-là. Moi, sur le même poste, je trouvais Mathis Perchaud très bon. Alors Greg l'a mentionné, il a joué 70 minutes, mais par contre, alors il prend un jeune, certes, mais sur l'ensemble de la rencontre, j'ai trouvé bon, tu vois, genre au grattage. J'ai vraiment le Mathis Perchaud qu'on avait eu à son retour de blessure, il continue de performer, je trouve. Le Mathis Perchaud qu'on imaginait aussi quand il a été recruté, parce qu'il y a eu ce truc, il y a eu tout un truc. On est trop impatients les supporters il est pas au niveau. Finalement, c'était un mauvais recrutement et tout. Là, c'est bon, il faut laisser les gens aussi prendre leurs marques, tu vois. Là, il a pris ses marques. Franchement, par rapport à Bonny, par exemple, qui est très bon dans beaucoup de domaines, Perchaud, il est plus sécurisant, tu vois. D'avoir un Perchaud en mêlée, tu sais qu'il va pas faire des dingueries. Tu sais que sur les observables, c'est quand même beaucoup plus propre. Même si, c'est pas le meilleur pilier gauche du monde, hein. Il va pas tordre tous les piliers droits qu'il y aura en face de lui. Mais c'est plus propre. Dans le jeu courant, au ballon, au grattage et tout, moi, je le trouve hyper, c'est un vrai ferrailleur. C'est un vrai pilier gauche. Il a du coffre, hein. Il a joué 70 minutes. Enfin, c'est des postes 70 minutes, c'est long. Franchement, il a fait un sacré match. Je pense qu'il a peut-être rebattu les cartes sur le 23 type demi, voire finale. Voilà. Je pense que Bonny, les absents ont toujours tort, hein, mais je pense que Boniface a peut-être perdu une place dans le ranking sur le 23 type. Enfin, moi je suis d'accord, hein. De toute façon, si Perchaud est dispo, pour moi c'est lui qui doit être dans les 23. En fait, rien que pour la mêlée, parce que Boniface, il faut qu'il ait un pilier droit qui avance, sinon c'est pénalité sur pénalité, parce qu'il part systématiquement en travers. Ouais. Donc, alors que Perchaud, il arrive à faire ce que fait Poirot, c'est-à-dire oui, il va pas enfoncer son mec, par contre il tient. Et comme tu l'as dit, là où on voit que c'est impressionnant, c'est le coffre, parce qu'il n'avait pas joué depuis pas mal de temps, et finalement t'as pas l'impression que il a subi le truc. Donc après ça c'est parce que c'est un pilier qui est plutôt léger, mais ouais, très impressionnant, toujours dispo dans le jeu, ça gratte. Et puis après il faut pas oublier, hein, Dylan il a raison, il faut attendre, et puis il faut surtout pas oublier que c'est un pilier qui a 22 ans. C'est très jeune, tu vois, les primes, les piliers gauche, c'est 28 ans, tu vois, et lui qui a 22 ans, il a déjà plus de 50 matchs en pro, enfin tu vois, on répète pas assez ça, hein, vraiment, c'est la première ligne, c'est maturité tardive, et surtout les piliers, ça faut vraiment le répéter à chaque épisode, enfin vous le faites déjà, mais ça faut que les gens comprennent que des piliers, enfin des gars comme Tatafou et compagnie, ça n'existe pas, voilà, des piliers qui ont 21, 22, 23 piges et qui sont surdominants en mêlée particulièrement, ça n'arrive pas, voilà, c'est des postes à maturité tardive, c'est des mecs à 30 piges, ils sont à leur prime, à droite, à gauche, c'est Perchaud, pour un pilier de 22 ans, il est très propre dans les attitudes, et justement c'est dans la technique, enfin là où Bonny par exemple pousse tout le temps en travers, Perchaud c'est propre dans la technique, donc ça va aller que qu'en s'améliorant, surtout sur la conquête. Ouais, quand on y repense, il était encore il y a 15 jours là, à Cardiff avec sa botte pour lui maintenir la cheville, et là il enchaîne sur un match de 70 minutes, et il est propre en mêlée, il est cale sans les enfoncer, et puis il a un physique de troisième ligne, on peut dire, donc il a beaucoup de volume de jeu, il se déplace beaucoup, très présent dans les rucks, il déblaye bien. Et sur ce match, il est à 12 plaquages quand même. Pour un pilier, c'est une super perf, quoi. Enchaîne sur les rucks, tu veux. Ouais, mais ça c'est bon. De toute façon, on l'évoque depuis pas mal de temps et c'est vraiment clairement notre point fort, que ce soit les rucks
défensif, offensif. Et là, tu vois, quand on a commencé à se réveiller, on a obtenu 7 rucks. Donc que ce soit Rottière, il y a Perchaud, je crois qu'il y a Gazzotti. Donc là, tu vois, quand Van a commencé à être un peu fatigué, c'est là où aussi on est vraiment fort cette année. C'est que quand les équipes commencent à être légèrement fatiguées, en fait on les punit, et ça en plus ça te flingue le moral, parce que tu fais des grosses actions et t'as juste un mec qui arrive, qui fait tomber, il gratte, et après c'est terminé, et après tu repars chez toi. Donc ça va être vraiment c'est vraiment le truc qui m'impressionne le plus, et où on est vraiment dominant, et il y a pas un joueur, on n'a pas un Willis, on a vraiment beaucoup de mecs de profils différents, même si on a Rottière qui est quand même spécialiste là-dedans, mais on a vraiment beaucoup de profils différents qui font que on est dominant et on peut gratter n'importe quand. Tu vois, Desporter, il a pas du tout un physique pour gratter, mais par contre il a des attitudes qui sont parfaites, parce qu'il fait quand même plus d'un 90, pour se baisser, c'est pas forcément évident. Mais lui, il a ses attitudes, il y arrive, Gazzotti aussi. Donc ça, c'est clairement intéressant, et c'est un des points, tu vois, dans le pack, globalement en touche on a été propre, en mêlée, comme l'a dit Greg, on a été un peu chahuté, mais là dans les rucks, on montre qu'on est toujours des patrons, quoi. Les rucks très, très propres. Pour continuer un peu sur le pack, la touche, je le mentionnais un peu plus tôt, je trouve qu'en contre notamment, on a été très très performant avec, moi j'ai l'image d'un Petit qui capte les touches adverses. Là-dessus, ça a été très bon. Ouais, Petit, c'est vrai qu'on avait peur qu'il nous manque l'année prochaine, mais bon, ça va, après on verra dans les news. Il y a une bonne nouvelle, mais ouais, tu vois que c'est le patron, hein, c'est lui qui annonce tout, c'est lui qui fait les blocs défensifs. En plus, c'est assez rigolo comment t'as toujours l'impression qu'il est cassé, qu'il boite. Je sais pas comment il marche. Il boite, et après d'un coup il accélère, bam, ça jump hyper rapidement, ça va en l'air très haut, donc il est vraiment impressionnant. Il y a vraiment une équipe, c'est encore pire enfin tu vois, il y a vraiment une équipe avec lui et sans lui dans ce secteur-là, clairement. Parfois on arrive à compenser avec des lifters de haut niveau comme Coleman, mais là lui tout seul il peut se faire gagner 10 touches tout seul. Ouais, c'est vrai qu'il a une attitude marrante. Il arrive en marchant, il est en dehors de l'alignement. Et là, on fait 18 touches et on n'en rate que 2. Il n'y a que 2 qui sont piqués. Je pense que Petit prend la moitié des touches et il en gagne 3 sur lance adverse. Alors qu'à un certain moment de l'année, c'était plutôt l'inverse. On perdait toutes nos touches, quoi. Il a fait énormément de bien, quoi. Il a fait toute la Champions, et on est la meilleure touche de Champions, hein. Enfin vraiment, alors effectivement c'est pas le seul, il y a les lifters, il y a machin, mais Petit, la différence avec et sans lui, elle est phénoménale, hein. Je pense que même dans le combat et tout, parce que c'est un mec, tu vois, il est tout le temps en train d'haranguer ses coéquipiers, il est tout le temps en train de leur gueuler dessus et tout, et ça des fois sur un terrain de rugby ça fait du bien, hein. Un mec qui est tout le temps dans ton dos, alors c'est qui tout double, mais lui tu sens que en plus il est apprécié du vestiaire, il est tout le temps dans le dos de tout le monde, il est toujours en train de gueuler sur tout le monde, et ça c'est pas mal vraiment pour pas avoir les sauts de concentration qu'on a pu avoir dans le passé. Des gars comme Petit, c'est hyper important sur un terrain, hein, au-delà de la touche et ce qu'il apporte. Enfin, tu le vois, il est tout le temps en train d'applaudir, de taper dans le dos des gars et tout, et il en faut dans des équipes. Donc on en parlera effectivement. Moi, j'ai peur qu'il nous manque quand même, mais bon, malgré le retour. Mais bon. C'est vrai qu'on a l'image de Petit qui met le soufflon à Conorsa à Bayonne, mais même sur ce match-là, je sais plus sur qui c'est, mais je le vois mettre un soufflon à un avant. C'est vrai qu'il faut ce genre de leader. Alors t'as des leaders, par exemple, le leader vocaux, et puis les mecs effectivement dont t'as un peu peur, tu vois, t'as un peu ce supplément de concentration parce que t'as pas envie de te prendre le soufflon par Guido en sortie de touche ou de mêlée. Donc effectivement, c'est un profil qu'on n'aura peut-être pas l'an prochain, en tout cas sur ce côté un peu leader par le bâton, on va dire. Greg, toi, si tu avais un autre point positif à mettre en avant? Oh, ben, il y en a pas mal sur ce match-là quand même. Vous voulez parler des joueurs en particulier ou? C'est ce qui te fait plaisir. Ah ben quand même, Jalibert, il est quand même assez incontournable, il me semble. Et là, en ce moment, il pète la forme, il a le vent en poupe. Je trouve il arrive vraiment à l'âge de la maturité, quoi. Il a son prime, il a 26 ans. Je trouve qu'il gère super bien, que ce soit le jeu au pied, les courses, là, les passes. Puis là, il délivre des caviars, des passes millimétrées, qui donnent 2 essais sur les ailes. En plus, il prend le ballon vraiment en mauvaise position. Le ballon est rebondi par terre. Il a le joueur qui doit être à 1 mètre de lui. Il fait une passe au pied, mais vraiment comme il faut, quoi, hein. Et ouais, c'est vraiment un récital, quoi. Quand on le voit jouer, c'est vraiment un plaisir de voir jouer un joueur aussi talentueux à ce niveau-là, quoi, hein.
Ça fait Et plaisir là, de le voir sur- jouer parce qu'il a le maillot Bordeaux. Hein. Parce que putain, j'aimerais pas l'avoir en face de nous, celui-là, je te le dis. Hein. Ouais, c'est vrai. Et là, sur ce match, il égalise le record de Jono, qui était la semaine dernière, je crois, de 5 passes décisives. Ouais, de Baptiste Jonot, le Clermontois, ouais. Ouais. Donc là, tu en as 3 au pied sur ce match-là. Et moi, ce qui m'impressionne surtout, c'est en fait, la vitesse entre réception du ballon, jeu au pied. Parce que des fois, tu as des jeux au pied qui sont magnifiques, mais le 10, il a plusieurs secondes pour distiller sa passe. Là, vraiment, il jette le coup d'œil avant de recevoir la balle. Et dès qu'il la reçoit, bam, et puis c'est millimétré. Alors, Et sur le ouais, premier de Louis, un peu moins millimétré, mais par contre, celle sur Penaud, c'est incroyable la précision qu'il a au Et pied. puis toutes ces passes, même à la main, je veux dire, c'est dans le timing, c'est dans le rythme, c'est super beau à voir, quoi. Hein. Ouais, parce qu'il joue très près de la ligne. Et du coup, c'est particulier aussi, c'est pas un 10. Tu vois, il y a Sexton, des gars comme ça, ils savaient délivrer des passes au pied de fou. Mais c'est des gars Ouais, qui avec jouaient 10 mètres de loin de leur recul, ouais. ligne, qui jouaient Ouais. loin de la bagarre. Jalib, il est tout le temps à la limite de la ligne d'avantage. Il joue hyper près de la ligne et lâcher des coups de pompe comme ça quand t'es aussi près de la ligne, bah du coup ça crée en plus du décalage, hein, parce que là t'as laissé le temps à la ligne de monter. C'est incroyable de faire ça, d'arriver à le faire aussi vite. Et du coup j'en profite. Il y a un point positif quand même. Je l'ai moi personnellement, je l'ai assez critiqué en plus pour devoir faire amende honorable, mais il y avait pas Lucu. Et il y avait Monsieur Lesgourg. Et alors Yann, il a fait un vrai match complet. Il a fait un match comme on en attendait d'Yann Lesgourg en début d'année, quand il est revenu de son accident et de sa blessure. Il a fait son match, voilà. Et ça, faut le souligner. Au pied, ça a été propre. Il a été dangereux en bord de ruck. Dans le chaos, il était au bon endroit au bon moment. Il faisait la bonne passe. Franchement, super match de Lesgourg, c'est à souligner. Parce que Jalibert, c'est pareil, hein, c'est une charnière, il peut pas briller tout seul non plus. Si on lui balance que des saucisses, il peut pas en faire grand chose, le pauvre. Et là, on a fait un gros match de charnière sans Max Lucu, et ça, c'est plutôt bon signe aussi. Et d'ailleurs, c'est à souligner, Mathieu Jalibert est Oscar mid-olympique de la semaine. Ouais, mais je pense qu'il va pleuvoir des grenouilles parce qu'à un moment donné, le middle là, ça fait 3 semaines qu'ils font des compliments à Jalib. Je sais pas il y a un truc bizarre. Il se passe un Il y a un truc Il y a un assez truc bizarre. dans l'air là, il y a un truc dans l'air. Bizarre. Ça leur a fait mal. Toi, ton avis sur la charnière, Yann? Ouais, très bien la charnière. Après, Yann, bah moi depuis plusieurs semaines, hein, de toute façon, je dis, c'est sorti de camp, j'ai pas de problème. Après, le seul truc qui va pas, c'est que forcément, Yann n'a plus les mêmes cannes, donc il est plus lent à éjecter. Et quand Carberry, c'est pas le mec le plus rapide au monde, donc ça fait lent plus lent. Et ben en fait, ça marche pas très bien, quoi. Alors que là, en fait, en 10, t'as un accélérateur de particules, donc forcément, vu que Yann a quand même une bonne passe, et ben en fait, tu vois pas cette lenteur parce que t'as Jalibert qui à chaque prise de balle accélère tout. Mais par contre, Yann, il fait toujours je trouve ses sorties de camp sont très propres. C'est pas pour rien qu'on a gagné à Castres à l'extérieur avec lui. C'est pas pour rien qu'on a gagné d'autres matchs. On a plusieurs victoires où la charnière c'est Lesgourg Carberry, donc on peut pas être nul et gagner sur ces terrains-là. Mais là, c'est vrai avec Jalibert, ça a plutôt bien matché. Et puis bon, ben Mathieu, il est juste incroyable. Comme disait Dylan, en fait, la force qu'il a, c'est qu'en fait, il est tellement proche de la ligne que t'as toujours l'impression qu'il va pouvoir attaquer. Et il t'arrive à te délivrer ses caviars au pied. Et en fait, quand t'es 15, t'es hyper emmerdé parce qu'en plus t'as toujours nos ailiers qui dézonnent, donc toi tu rentres toujours dans la ligne, et lui en fait après dans les 15, alors soit il te fait une sautée de 20 mètres, soit au pied il te dépose dans les bras de Penaud qui est toujours bien placé, donc franchement là je suis tellement heureux de voir Mathieu là qui est en pleine forme. En fait voilà, on a quasiment jamais eu depuis 2021 un Mathieu comme ça, donc là on peut que performer avec ce genre de joueur et quand il est en forme comme ça, quoi. Et il est même plus fort qu'en 2021, je pense. Et Mais- et je pensais pas dire ça en début de saison parce que je pense qu'en 2021, il a été stratosphérique, mais alors à un point, même en bleu. Il a été incroyable, hein, son match contre l'Irlande en 2021, c'est une folie furieuse. Ouais. Soi-disant, il n'a pas de match référence en équipe de France. Il y a 4 ans, il avait déjà des matchs référence en équipe de France, donc voilà. Mais par contre, vraiment, là, cette saison, enfin, pour que le middle le reconnaisse, c'est que vraiment, on a un niveau là. Enfin, c'est le meilleur 10 de la planète, et je pense que vraiment, en ce moment, il n'y a pas de débat sur ce qu'il apporte à son équipe et sur le danger. Enfin, je sais pas, jouer contre un mec comme ça. J'ose même pas imaginer l'enfer que ça doit être de jouer contre un gars. Chaque ballon, il peut le transformer en or parce qu'il fait encore des trucs. Alors en plus, ça c'est le propre des grands joueurs quand ils sont dans la zone, hein. En plus, il a de la réussite. Mais le petit coup de pied par-dessus qui rattrape sur un rebond, il est de dos, il fait la passe D à deux porteurs qui est pile à hauteur. Ce genre de truc, je suis désolé, mais enfin, ça doit pas arriver normalement. Et surtout à ce moment-là du match où il a pas besoin de le faire, ce truc en plus. Donc c'est vraiment...
Il a envie de jouer, je pense qu'il se sent très bien, je pense qu'effectivement il est pas blessé, ce qui est quand même un miracle pour l'instant, je touche du bois. Il est quand même, il est dans la stratosphère en ce moment, c'est impressionnant. Mais tu vois, tu dis il est dans la zone parce que tout lui réussit, mais c'est surtout que là, il est en pleine confiance et du coup, il tente aussi ce genre de move. À la même période l'an passé, tu vois, quand il était un peu en retour de blessure, etc., on le voyait pas attaquer la ligne. En fait, il était très discret, il distribuait beaucoup plus et on avait envie qu'il fasse plus et qu'il tente plus. Et là, effectivement, il tente beaucoup plus, ça lui réussit vraiment beaucoup, même si de temps en temps, il y a des par-dessus qui passent pas, etc. Là, il a le rebond favorable, même sur le premier essai de Loulou, il y a des rebonds favorables. Mais c'est vrai que il est en pleine confiance, physiquement, il est au top. Enfin, il est juste dans le moment de sa carrière pour l'instant. Et puis la nouveauté cette année, c'est quand même son attitude au plaquage. Avec le boulot qu'il fait avec Colony, il a vraiment progressé. Hein. Ouais, clairement. Là, c'est encore plus. En plus, il arrive maintenant même à se rassurer sur ce secteur, tu vois. Parce que parfois, tu vois, il loupait le premier ou les 2 premiers plaquages, et puis après, tu sentais qu'il était pas bien du tout, quoi. Là, c'est vrai que ça c'est vraiment. De toute façon, mais même globalement dans le groupe, tu vois, Yoram, t'as le Yoram de début de saison et le Yoram maintenant, c'est plus le même en fait. Hein. Il y a quand même un changement, et là, c'est vrai que le recrutement de Coligny, c'est clairement une très très bonne recrue, très intelligente d'avoir fait. Les tubes qui met Yoram aussi maintenant, lui qui justement qui avait le physique qui avait l'intensité et certainement vraiment la puissance athlétique pure pour mettre des tubes, qu'il faisait pas parce qu'attitude de merde au plaquage, hein, ça, tu lui as assez répété, Yann, hein, j'espère qu'il t'a écouté, mais là il met des tubes, enfin, tu vois, un mec avec des cuisseaux comme ça, heureusement qu'il découpe tout le monde en face de lui, et ça a été, la finale de Champions Cup en défense, il a été magistral, tu vois. Et c'est ce genre de match qu'on veut voir de Yoram, ou même contre l'Irlande d'ailleurs avec l'équipe de France, où il est là en défense, pareil, il a passé un cap. Je trouve que l'équipe de l'an dernier, et ça pour moi c'est le point positif, pas forcément du match contre Vannes, mais de l'année, c'est que l'équipe de l'an dernier et l'équipe de cette année, vraiment c'est le jour et la nuit. L'équipe de l'an dernier, on arrive en finale, l'équipe est pas ridicule du tout, mais là il y a la profondeur de banc sur les postes stratégiques vraiment qui change tout. On parlait de Retière, de Van Resbourg, Perchaud, etc. C'est quand même des recrues grées, il y a des recrues quand même de dingue à tous les postes et qu'on n'a pas vu venir, hein. Moi j'avoue que j'étais sceptique sur le recrutement de Retière, je le confesse, mon Dieu que je me suis planté. Le recrutement a été intelligent et surtout la façon de travailler, là tu sens que le staff et les joueurs ils se connaissent depuis plus longtemps, donc tu sens qu'ils ont pu travailler sur des axes beaucoup plus profonds, et effectivement typiquement Mathieu qui se met à défendre vraiment bien, Yoram pareil, Nico pareil, parce qu'on a des joueurs qui sont très jeunes, Loulou, Nico, etc. Là ça y est, ils ont pris vraiment une autre dimension, ils ont pris de l'expérience, ils ont les phases finales de top 14 l'an dernier, ils ont la victoire en Champions cette année, l'équipe pour moi elle est méconnaissable, et c'était déjà une très bonne équipe l'an dernier. Là, cette année, c'est impressionnant, vraiment. Ouais, en fait, on refera un point, je pense, bilan de fin de saison, etc. Mais c'est vrai que tu as l'impression que tout le monde a progressé. Alors, il y a peut-être des individualités par-ci, par-là, mais dans l'ensemble, alors, on avait aussi un effectif qui était plutôt jeune, donc c'est aussi logique, mais tu as l'impression que tout le monde a progressé. Tu vois, une illustration, par exemple, ce week-end, c'est Louis Bielbiarré sur les ballons hauts. Je pense que c'est son meilleur match dans le jeu aérien de la saison. C'est quelque chose sur lequel on avait des doutes, ou en tout cas qu'on avait souligné plusieurs fois le fait que nous, comme équipe, on avait du mal. Là, tu as l'impression que c'était un aimant à ballon et que tout lui revenait dans les mains. Et s'il arrive à se rassurer sur ça, lui, il sera vraiment intouchable. Bon, j'attends de voir contre des équipes où il y a vraiment des mecs plus aériens, mais déjà, s'il arrive à trouver son timing et à... Tu vois, en fait, parce que ça peut être... Parfois, c'est beaucoup ça, quoi. S'il arrive à trouver son timing et comment sauter, lui, en fait, il va être injouable. Ça va être ça aussi, la progression que tu vois, t'as raison, hein, on voit notre évolution. Mais en fait, à des postes, on aura les meilleurs joueurs du monde. Enfin, tu vois, ce qui n'arrivait pas il y a pas longtemps. Hein. Mais tu vois, on a le 10, c'est le meilleur. Injouable, hein. L'ailier, moi, je pense qu'il va être élu meilleur joueur du monde. Donc, tu vois, on a vraiment à des postes clés des mecs qui sont les cadors de leur poste, quoi. Il a fait oublier Penaud. Vraiment, c'est-à-dire que quand les gens citent les ailiers de l'UBB, etc., il a fait oublier Damien Penaud, recordman d'essai en Champions Cup, recordman d'essai en équipe de France. Il a fait oublier Damien Penaud. On en est à un point où Loulou, 21 ans ou 22 ans, a fait oublier, pour moi, Penaud, avec tous les défauts qu'il peut avoir sur plein de trucs très fondamentaux et primaires du jeu.
pour moi, c'était le meilleur ailier de la planète. C'est le seul mec qui est capable. Enfin, il est tout seul de toute façon dans sa catégorie, donc c'est le meilleur de sa catégorie. Mais les deux là, enfin, on a la meilleure paire d'ailiers de club de la planète. Ça, c'est une certitude. Là, pour moi, il y a pas le début d'un débat. Il y a des très bons ailiers partout, le Leinster, le machin. Là, pour moi, enfin, Loulou avec ce qu'il a pris cette année. Enfin là, on est injouable sur les ailes et ça se voit, hein, parce que Mathieu, du coup, qui distribue des caviars, il peut même taper des flèches tout droit et dire bon bah allez-y, hein, courez, on verra. Et enfin, tout leur réussit à eux deux aussi, à Penaud et à Bielbiarré. Est-ce que Penaud, on n'a pas beaucoup parlé cette saison, mais il fait une sacrée saison aussi. Hein. Ouais, c'est ça. Bah Louis, t'as 3 compétitions en gros. T'as le top 14, Champions Cup, 6 nations. Louis, meilleur marqueur de destination, meilleur marqueur du top 14. Bon, bah, du coup, il a quand même laissé la Champions Cup à Damien Penaud. C'est quand même sympa de sa part. Suprématie abusée. Il lui laisse le record de Blanco pendant quelques temps encore, là. Ouais, pas trop longtemps. Alors, 3-4 ans, là. Hein. Comme il est parti, ce fou furieux, là, ça va pas durer longtemps. Mais c'est vrai que c'est une des grandes chances de l'équipe de cette année, c'est d'avoir ces 2 joueurs qui sont extraordinaires. Hein. Ça fait partie des 2 meilleurs ailiers du monde. Ils sont chez nous, c'est vraiment du bonheur, quoi. Après, devant, parce qu'on n'a pas... Il y a un autre débat qui va se poser dans les semaines qui vont arriver. Savoir en fait ce qu'il en est de Gazzotti, s'il va être titu ou sur le banc. Moi, tu vois, dans le match d'hier où il n'y a pas eu beaucoup de combats, lui, je l'ai trouvé au-dessus, là-dedans. Il a mis un engagement terrible. Je crois qu'il a 16 plaquages réussis, 18 tentés. C'est un joueur qui gratte. C'est un joueur qui a des mains. Pour moi, je le mets devant Diaby et je mets même pas Diaby sur le banc, suivant si Verntaillefer revient ou si on met Tatafou. Donc voilà, on va voir ce que va faire le staff. On en parlera la semaine prochaine, hein, avant cette demi-finale. Mais voilà, pour moi, la partie de Gazzotti m'a rassuré et m'a conforté dans l'idée que je le préfère à Mamad qui nous a rendu de fiers services quand même cette année. Ouais, qui a été important dans le combat et tout. Enfin, ça, on en parle, on a toujours le débat sur Twitter, parce que tout le monde, le fait que Diaby, il y a des matchs où il peut avoir un peu les pinces de crabe, effectivement, ça peut arriver. Après, dans des leaders de combat comme ça, des mecs qui font peut-être la première dans les rucks, alors c'est dangereux, mais t'en as besoin. Il te faut des gars comme ça, c'est obligé au rugby, ça te porte vraiment. Mais le truc, c'est que Gazzotti, il le fait, et il le fait mieux en ce moment, surtout parce qu'il est plus jeune, parce qu'il a plus de coffres, parce que, enfin, c'est normal. Mais Gazzotti, pareil, hein, moi, en plus, hier, j'ai vu il glisse en 8 à un moment donné quand on prend le carton jaune. Donc ça, pareil, c'est une donnée à prendre en compte. S'il est capable aussi de glisser en 8 et de jouer et flanqueur et 8, bah, c'est un truc qui est hyper intéressant sur des phases finales, suivant le banc que tu prévois, tout ça. Mais dans le combat, il est impressionnant, ce gamin aussi. Lui, c'est pareil, hein. C'est génération Loulou, génération Nico. Pareil. En plus, 3e ligne, c'est des postes, c'est moins évident que les arrières. C'est 3e ligne, c'est maturité tardive, un peu moins que les piliers peut-être, mais c'est des mecs à 25, 26, 27 ans qui commencent à vraiment rentrer dans leur prime. Il va encore s'épaissir. Enfin, franchement, il fait une sacrée saison. Je crois que ça fait 1 an et demi qu'on se dit oula, potentiel de dingue, ce drôle, il a fait quand même une progression en équipe U20, équipe de France U20 et tout, on l'a vu jouer. Après le top 14, on sait que des fois la marche elle est un peu haute pour les jeunes. Bah lui, pour le coup, pour moi, il s'est imposé dans les discussions de 3e ligne avec Nouchi, etc., qui vont aller un peu peupler l'équipe de France pendant quelques années et se bagarrer avec notamment Henri Pollock et compagnie, quoi. Le Pollock français. Moins chambreur. Je pense qu'il est un peu moins chambreur. Il est plus sérieux, je pense. Il a pas le bagou, je pense. Il est plus très très discret, Marco, mais dans l'attitude, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on l'avait découvert avec le U20, là, quand il traversait tout le terrain, il était vraiment impressionnant. Là, il a un rôle différent, hein, dans l'espace proche, dans les rucks. Il est super efficace, hein, dans les déblayages, dans les plaquages. Je le trouve dur comme du granit, c'est-à-dire que quelqu'un lui fonce dessus, ça bouge pas, quoi. Hein. Et pour un jeune de 20 ans, je trouve que c'est des grosses qualités, quoi. Hein. Ouais, physiquement. Effectivement, je trouve que Mamad a des grosses qualités dans les rucks. Hein. S'il était titulaire, c'est pas pour rien. S'il colle au ballon, il est le premier dessus. Il est super efficace au plaquage. Et par contre, Gazzotti, il apporte quand même un peu un punch en plus qu'il peut apporter aussi en tant que remplaçant. Hein. C'est ça. Après, c'est savoir est-ce que il y aura Tatafou sur le banc en fait. Ouais. Parce que forcément, si tu mets un Tatafou sur le banc, moi je mettrais directement Gazzotti. Comme ça, moi t'as cette équipe des porteurs qu'adore Dobru. Mais effectivement, c'est-à-dire que t'enlèves un leader du groupe. Parce que quand on avait discuté avec Connor, un des premiers mecs qui nous avait cité, c'est vrai que Mamad fait partie de ces mecs. Donc voilà. Après, est-ce qu'il lead sur le terrain ou est-ce qu'il lead plus dans le vestiaire, etc. Parce que s'il est dans le groupe ou dans le groupe élargi,
Tu vois, il est toujours là. Il a toujours tu peux toujours avoir ce rôle de papa de façon un peu ce que peut avoir Ducoing par exemple, hein, tu vois, qui est moins souvent dans le groupe quand même depuis quelques temps, mais qui est toujours là, qui a toujours, qui est toujours ce papa, ce daron que t'as dans les vestiaires. Je pense que Diaby, avec encore une fois, moi je trouve que les critiques sont trop dures et trop injustifiées envers Diaby parce que sur les tâches de l'ombre, vraiment c'est un patron et c'est hyper important dans les matchs contre des gros packs, dans les matchs de phase finale. Pareil, hein, il tremble jamais des genoux. Hein. Enfin, je veux dire, il y va, il y a jamais de stress, il y a jamais de machin. Il joue. En plus, c'est un super gars, hyper investi dans la communauté, redonner aux jeunes, aller dans son club et tout. Ça c'est quand même. Je suis désolé, mais les valeurs de l'Ovalie, on se pignole tous assez là-dessus pour essayer de mettre en avant un gars qui vit vraiment par les valeurs de l'Ovalie. Mais Gazzotti, il arrive avec... En fait, il fait tout ce que fait Diaby, mais il a un peu plus de main, et offensivement, il est un peu plus tranchant, il est un peu mieux placé, il s'isole un peu moins. Donc en fait, il est moins... Je pense que c'est pas un leader, hein, du tout. Enfin, pas un leader vocal, et ça, voilà, c'est pas... Pas encore, en tout cas. Pas pour l'instant, du moins. Mais là, je pense qu'effectivement, il est en train de gagner sa place quand même dans le groupe, et même dans le 15, en fait. Ouais, moi, je suis assez d'accord. Bon, après, on aura l'occasion d'en reparler de cette fameuse demi, mais c'est vrai que sur ce match-là, et même sur sa saison dans l'ensemble, il montre qu'il a le niveau, il montre qu'il a progressé par rapport même à l'an dernier. Donc ça va être des choix, mais tu vois, enfin, on bataille sur ce poste-là, et le fait qu'il y ait un peu trop de joueurs pour la feuille de la demi et de la finale, c'est plutôt des bons problèmes à avoir. Moi, je voulais finir un peu ces points positifs, tu vois, avec peut-être un petit hommage déjà, j'en ai parlé dans le résumé, mais à Taoufa, tu vois, qui marque son petit défait avant son départ. Moi, ça m'a fait plaisir, juste. Son match est bon, hein. Son match est plutôt bon, hein. Il a été plutôt actif, correct en mêlée, et puis il va mettre ce grosse percu pour marquer ce TC, là. Parce qu'il me fait exploser un gonze sur l'impact. Donc, mais nos deux droitiers ont été quand même sont très très bien comportés parce qu'on a eu Taufa, mais c'est vrai qu'on n'a pas évoqué Big Ben qui fait encore un match de. Lui, il est incroyable. Le Cador, c'est un Cador Big Ben aussi cette saison. Donc il est revenu au top du top, au meilleur moment, comme on l'attendait. Enfin, on rappelle que Big Ben à la même période la saison dernière, il est pété, que Jalib est pété. Enfin, vraiment, les phases finales, on les a jamais vécues comme ça. Et Big Ben en fait partie. Et aussi, pareil, hein, petit hommage quand même. Franchement, Nance fait son match. Voilà, ouais. Il est pas extraordinaire, hein, voilà, mais il fait son match. Franchement, il a été propre. En fait, il a fait un vrai match de 15, et ça, c'est ce qui nous manque quand Buros est pété. C'est que du coup, tu joues avec Carberry, avec Loulou, et en fait, ou avec Garcia, et en fait, tu joues jamais avec un vrai 15, et tu vois que des fois, c'est des très bons joueurs. Mais qui n'ont pas la science du poste. Et hier, on a vu, avant-hier, que du coup, lui, il avait encore la science du poste et qu'il avait plus les cannes de ses 25 ans. Mais par contre, il jouait encore au ballon, il avait encore les bons positionnements, les bons placements. Il savait jouer dans l'avancée, il savait encore mettre des coups de pompe. Enfin, la preuve, hein, bravo, belle transformation. Mais franchement, il a fait un match plein. Et je pense qu'il devait, même s'il fait des blagues et machin et tout, je pense qu'il devait quand même avoir une petite pression. Enfin, c'est particulier, hein. Il tourne une page de sa vie, il part à la retraite lui en plus, hein. Il change pas juste de club, donc je pense qu'il arrivait quand même avec une pression peut-être positive, mais avec un truc, et il a fait un bon match, donc bravo Nance. Ouais, clairement. Moi aussi, en regardant le match, je me suis dit, c'est vrai qu'il a fait quand même un très bon match. Et moi, il y a juste sa petite passe en première mi-temps où, tu vois, on était un peu... Tu vois, c'était un peu aussi le moment où je me disais, on prend un peu ce match à la légère, tu vois, on joue rapidement des pénalités dans nos 22. Après, il perd cette balle alors que il y avait mieux à faire et que c'est un peu des gestes de roi rugby, tu vois. Enfin, mais dans tout le reste du match, effectivement, jusqu'à sa sortie et même après quand il re-rentre, j'ai trouvé très bon. Et tu vois, quand je parlais de l'essai de Taufa, et moi au stade, je regardais que Nance et je me disais, il faut absolument qu'il soit lui qui aille marquer cet essai. Bon, après l'histoire est tout aussi belle avec la transfo, mais c'est vrai qu'il a fait un bon match. Et pour revenir un peu aussi sur ce qu'on disait sur Yann Lesgourg, tu vois, quand t'as Lesgourg et Nance qui sont finalement au milieu de l'équipe type, c'est peut-être aussi plus facile de se mettre au niveau, de performer, etc. quand tu es dans ces conditions-là, plutôt que quand tu joues à Castres en hiver avec l'équipe un peu bis. Forcément, là, tu te mets un peu plus au diapason, tu as plus d'espace. Enfin, c'est quand même peut-être plus simple pour eux. Et tant mieux, parce que c'était leur dernier match à Chaban avec nous et ils ont pu s'éclater. Carrément. De toute façon, il n'y a rien à rajouter, hein. C'est une belle fin pour eux, donc super content et un bel hommage. Donc
Ouais, l'hommage, justement, on peut en dire deux mots. C'était très cool. On a mentionné les United Bébés qui sont mis en slip pour Nantes avec la petite banderole de maire pour soutenir sa candidature à 2026. Voilà, je trouve que les choses ont été bien faites par le club, prendre le temps en fin de match pour remercier tout le monde avec rien d'extraordinaire non plus, mais avec des vidéos à chaque fois. Voilà, c'était très cool. Moi, au stade, j'ai trouvé, vraiment très bien ce dernier match. C'est bien de les faire jouer aussi, tu vois, parce qu'il y a certains clubs où ils ont un peu oublié parfois leurs anciens. Je pense à Castres quand ils avaient pas fait jouer Cocotte quand même. Je trouvais ça un peu dur. Et là, tu vois, parce que Tchégara, il était quand même dispo, mine de rien. Donc, tu aurais pu mettre du coin en termes de performance, ça aurait pas été déconnant. Mais c'est bien de leur rendre un petit hommage, quoi. Ouais, mais ça, je pense, c'est Yannick Bru quand on a dit la semaine dernière que s'il voulait être réinvité aux UBBistes, il fallait mettre du coin. Je pense que du coup, il s'est dit qu'il avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Non, mais c'est vrai, il y a ce côté très humain de Bru, faire jouer des joueurs qui ont passé 10 ans au club, c'est important aussi. Il avait déjà fait ça d'ailleurs l'an dernier avec Kobilas et Dubié, qu'il avait mis titulaire pour qu'ils aient leur hommage pour leur sortie. Ouais. C'était un moment très sympa. J'ai rarement vu le stade rester aussi longtemps après le match. Ça a dû durer plus d'une heure. Tout le monde était encore sur son siège. Ouais, le feu d'artifice à la fin d'année dernière qui a mis 3/4 d'heure à partir, mais sinon j'avoue d'habitude ça part plus vite que ça. D'ailleurs j'avais pas fait gaffe et je l'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure, mais Enzo Rebier pas cité dans les partants parce qu'en fait c'est un prêt finalement et que donc il quitte pas le club officiellement. Mais c'est vrai que j'ai pas fait gaffe pendant l'hommage. En fait Enzo Rebier a pas été annoncé comme partant. Ouais, non, il est en prêt, donc. Moi, j'étais sur le. Je pensais qu'il repartait à Oyonnax et que bon, c'était fini l'aventure UBB, quoi. Ah, a priori prêt à Oyonnax, mais. Ouais, voilà. Mais du coup, s'il a pas été annoncé partant, de toute façon, on a tous attendu que Tatafou soit pas annoncé. Bon, c'est exactement ce que j'allais dire. J'étais là. Si Tatafou est pas cité. Ouais. Eh ben non. Bon. Ouais. Il a bien été cité, et puis bon, il avait l'air ému d'ailleurs, t'es vite. Ouais. Après, je pense que. Déjà, c'est pas lui qui veut repartir, on rappelle, c'est plus la famille, notamment sa femme, qui a le mal du pays. Alors ça, c'est pareil, c'est terrible. Quand on part à l'étranger et qu'on a le mal du pays et que sa femme, lui, il est bien et que sa femme est pas bien, t'es obligé de repartir. Tu peux pas faire souffrir ta compagne, t'as pas le droit de faire ça. Faut changer de femme, là. Laurent Marty a dû lui passer le truc. Là, il lui a dit t'es sûr que t'es bien avec ta femme parce que ça se trouve c'est ça le problème. Non, mais il a gagné la Champions Cup. Il a quand même été au cœur des célébrations, on va dire ça comme ça, même sur le bus on voyait qu'il faisait partie des leaders de la fête, donc tu sens qu'il a pris une place hyper importante dans le groupe, humainement, au-delà de ce qu'il apporte sur le terrain. Mais du coup son départ, en fait vous vous rappelez du départ de Tom Willis? Moi ça m'a fait un peu pareil, où on s'était dit waouh, mais on va jamais le remplacer ce mec, c'est une catastrophe. Et Tatafou ça m'a fait un peu pareil, donc j'espère qu'on aura la même finalité, qu'on arrivera à le remplacer. Mais moi j'ai vraiment eu la même sensation qu'avec Tom Willis, de me dire oh là c'est vraiment une catastrophe pour le club en fait. Et j'espère me tromper pour le coup, mais Tatafou il a manqué. C'est une catastrophe, oui, mais tu gagnes la Champions Cup sans Tatafou qui joue. Effectivement. Mais je suis assez d'accord dans l'ensemble. Après, cette saison, il avait été moins sur la longueur, il avait été moins impactant que sa première saison avec nous. Mais c'est vrai que là, en fin de saison, il est juste énorme. Et effectivement, ça a l'air d'être quelqu'un apprécié dans le groupe. Je finirai juste sur ces points positifs que finalement, je crois que c'est Yann, t'avais souligné ça. Objectif, il est rempli, on est deuxième, on n'a pas de blessés majeurs, ou en tout cas, pour l'instant, on n'a rien entendu de problématique. Donc là, on s'offre un week-end de libre, et surtout, derrière, on va pouvoir potentiellement enchaîner 2 matchs. Donc, on a toutes les clés en main pour aller chercher un doublé. Ouais, clairement. C'est la saison, on a tous les voyants verts. On a réussi à obtenir cet objectif de la deuxième place qui est primordial, parce que sinon on aurait pété, je pense. Et on arrive à une période, donc les moments les plus importants. Donc on a déjà gagné une Champions, et là t'as personne qui est blessé quasiment. Donc en fait tu vas arriver dans les moments clés avec ton 23 type, et même tu vas commencer à faire des choix, quoi. Ce qu'on a fait à la Champions, et là ça va être encore pire parce que t'as Perchaud qui revient, donc il va falloir faire des choix à gauche. En troisième il va falloir faire des choix. Deuxième ligne on a déjà fait les choix, etc. Donc tu es dans des conditions qui sont parfaites, surtout quand tu regardes les autres. Voilà. Surtout quand tu regardes les autres.
Ouais, juste sur le, faut juste encore que Max Lucu et Romain Buros reviennent. Après, en termes de timing, a priori, ça devrait être bon, mais ils sont pas encore revenus. Donc, Ouais, après l'article de Rugbyrama aujourd'hui qui faisait le point un peu sur toutes les équipes des phases finales expliquait que c'était bon. Enfin, c'est que sauf cataclysme absolu, que c'était bon et qui serait là pour la demi. Je pense que le fait qu'on n'ait pas de barrage. Ça, c'est vraiment bien pour 1 milliard de raisons évidemment, mais aussi pour cette raison-là, qu'on a que 2 joueurs blessés, hors les blessés de longue date, hein, j'entends. On a que 2 joueurs de l'équipe type blessés et que ce barrage va leur permettre, enfin ce non-barrage va leur permettre de revenir et d'avoir fait du frais en fait, hein, parce que des fois les blessures au rugby, dans le sport de haut niveau, des fois c'est la seule façon d'arrêter, hein, parce que les gars, des gars comme Lucu, en fait, tu as fait certains matchs à l'extérieur avec les Sgourg et tout, mais Lucu il arrête pas, enfin puis sur le terrain il se donne quoi. Ouais, parce qu'avec la Champions Cup, on est l'équipe qui a le plus joué. Là, ils ont fait plus de 10, entre 10 et 15 matchs d'affilée, là. C'est énorme, hein. Donc ça va faire une pause vraiment bien méritée, là, la 2000. ouais, complètement. Bah, depuis la fin destination, quasiment, on n'a pas arrêté. Ouais, c'est ça. Ils jouent tous les week-ends, hein, tous les Ouais. week-ends. Donc c'est vrai que d'arriver à ce moment-là, deuxième, sans trop de casse, je pense que ça a été super bien géré. Ouais. Ouais, bah écoutez, on va peut-être regarder aussi un peu les casques qu'il y a eu ailleurs. On va faire le point classement. Tu finis 7ème, 8ème, 9ème, 10ème tous les ans. Tous les ans. Et oui, je disais qu'on va regarder un peu la casse qu'il y a eu ailleurs parce que ça y est, on connaît le classement et on va pouvoir se projeter sur les barrages et pour nous la suite de cette saison. Donc évidemment, le Stade Toulousain termine premier, l'UBB second. Et donc pour le top 6, c'est Toulon qui finit donc troisième et finalement, c'est Castres qui finit sixième et qui ira à Toulon ce week-end. Et Bayonne, eux, recevront Clermont et finalement c'est La Rochelle qui passe à la trapinette. Ça nous arrange parce que moi je redoutais quand même La Rochelle. La Rochelle, c'est une équipe qui nous a battus 2 fois cette saison. Il y a 2 équipes, c'est le Loup et La Rochelle. La Rochelle me fait quand même un peu plus peur, mais du coup pas de barrage pour La Rochelle, donc ce sera soit Toulon soit Castres. Alors question un peu bête, qu'est-ce qu'on préfère? Bah, pour le coup, moi je pense que l'équipe qui nous réussirait le plus, c'est Castres. Parce que mine de rien, on n'est plus sur la même équipe qui a 4-5 ans, qui pourrit tous les rucks et qui est pénible. Ça, c'est quand même une équipe qui a de beaux joueurs de rugby et qui joue plutôt bien. Donc ce serait un match plus animé que Toulon, où je trouve que en fait c'est beaucoup, et ça joue beaucoup avec leur pack, beaucoup de jeux à une passe, et j'envoie des quilles. Donc c'est pas très beau. Ça peut être efficace quand tout le monde est en forme. Donc voilà, l'avantage qu'on va avoir, c'est que ça va faire 4 matchs qui vont enchaîner avec leurs 23. Et parfois même des mecs qui ont joué 80 minutes. Donc je pense que leur pack arrivera plutôt fatigué. La dynamique de Toulon, elle est pas bonne en plus. Enfin, moi, alors pour le coup, je préfère jouer Toulon que Castres. Parce que Toulon m'a fait peur jusqu'à il y a 3 mois, je dirais. Jusqu'à 2 mois, jusqu'à l'élimination en quart de finale de Champions Cup, qui a vraiment été Enfin, ça leur a détruit la tête. Ils ont eu du repos, contrairement à nous. Hein. Après, ils ont des blessés importants aussi, hein, pas l'oublier ça. Mais ils ont eu du repos, contrairement à nous, parce que du coup, ils ont pas joué la demi, ils ont pas joué la finale. Mais ils paraissent beaucoup plus éreintés que nous, beaucoup plus émoussés. Et effectivement, le truc, c'est que Toulon a un jeu physique. Et donc, quand t'es à la ramasse complet physiquement, et La Rochelle, c'est ce qui s'est passé, ça a pété contre Pau. Si ça avait pas pété contre Pau, ça aurait pété en barrage. Ou ça aurait pété en demi, mais ils étaient dangereux. Moi, je suis d'accord avec Cyril, ils me faisaient flipper aussi, mais c'est plus flashback du Vietnam, là, où à force de prendre des branlées par La Rochelle pendant 5 ans, au bout d'un moment, t'es bon, hein, voilà. C'était plus ce truc-là qui me faisait peur. Si t'es très pragmatique, c'est une équipe Toulon qui joue effectivement enfin là ils sont particulièrement pas inspirés hein, quand même depuis quelques temps. On sait pas Gabin Villiers ce qu'il en est de sa commotion, pas commotion, l'embrouille avec le médecin du match et tout. C'est une équipe, moi, qui me fait moins peur. Alors avec tout immense respect évidemment pour Toulon, et c'est le genre de match, tu te tapes Toulon en demi, t'arrives pas confiant non plus, hein, voilà, t'arrives avec tout le respect possible. Mais Toulon me paraît beaucoup plus rincé et beaucoup plus en dedans mentalement dans une mauvaise dynamique que Castres, qui pour le coup est plutôt sur. Alors je sais pas si c'est le drame qu'ils ont vécu, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un supplément d'âme à Castres. Ça suffira certainement pas pour aller chercher un bouclier.
Je suis désolé pour eux, mais ça suffit amplement pour gagner un barrage et pour venir nous emmerder en demi, je pense. Et Castres me fait plus peur que Toulon. Ils sont quand même bien fait secouer par le Stade Français. Hein. Oui, non, mais bien sûr. Après, il y a après le Stade Français, peut-être que c'était peut-être la première fois de la saison où ils ont décidé de se mettre la tête à l'endroit dans les impacts et dans le combat. Donc c'était peut-être parce que eux c'est pareil, hein, on disait que La Rochelle pouvait être frais parce qu'ils avaient joué que 5 matchs. Bon, le Stade Français a joué qu'un match de la saison, donc ça va. Et je pense qu'ils pouvaient être en forme les Gonzes. Je suis d'accord que le dernier match leur donne pas forcément la confiance dont ils auraient besoin, mais je sais pas, Castres pour moi peut aller bousculer Toulon à Mayol, même si Mayol, forteresse imprenable en top 14 cette saison. Je pense que Castres peut leur poser des gros problèmes et que Toulon, leur jeu physique, comme ils sont fatigués, ça va être beaucoup moins efficace. Et au bout d'un moment, leur jeu à une passe et taper dans les gars, quand t'as plus les cannes, quand t'as plus les épaules, ça marche plus quoi. Greg, pour toi? Ouais, Castres qui finit 6e, comme Montauban. Castres qui était 6e quand ils ont été champions en 2018. Donc en fait avec Castres tout est possible. Et après c'est vrai que Toulon finit un peu moins bien en ce moment la phase régulière, mais moi je vois c'est Toulon qui me fait plus peur. Hein. Il y a quand même un gros paquet d'avant, une belle conquête, serein à la charnière qui est capable d'éclat. Hein. Et puis derrière il y a des flèches quand même entre Vanicolo, même la paire de centre qui est super solide. Et puis à la moindre faute, Jaminet va aligner les points. Moi, je vois plutôt Toulon. Hein. De toute façon, c'est clairement les favoris du barrage. Hein. Pour le coup, en plus, t'as l'impression qu'ils ont préparé le barrage. Enfin, c'est assez particulier quand même de remettre ton équipe type alors que t'avais quasiment pas de chance de passer top 2. T'as vraiment l'impression que c'est pour garder ce rythme et être agressif dès le début. T'as l'impression que l'objectif, en fait, c'est comme nous. L'objectif c'est la demi, hein. Là, l'objectif c'est plus de gagner le Brennus. Enfin, évidemment que tu l'as toujours en tête et tout, mais enfin, je veux pas. Si les copains des causeries de la rade nous écoutent, je veux pas qu'ils me tombent dessus, hein. Mais là, Toulon leur fin de saison, typiquement le fait de pas faire tourner à Bayonne, enfin de faire tourner, mais toute proportion gardée, on va dire. C'était un peu mixte leur équipe quand même. Ouais, c'était mixte, mais justement, tu te dis. Vu qu'ils ont, il faut quand même un sacré concours de circonstances pour aller chercher la 2e place. Est-ce que ça vaut pas le coup de vraiment envoyer une équipe bis et vu que t'auras pas de semaine de repos, vu que tu vas te taper un barrage, de mettre ton équipe type au frigo, de péter personne, parce que là, l'histoire avec Gabin Villière, on espère vraiment pour lui que c'était que dalle et c'est juste son protège-dent qui a bugué. Mais si Gabin Villière, il est vraiment, il a une grosse commotion et qu'il est pas là pour le barrage. C'est une sacrée perte quand même parce que lui aussi important offensivement, défensivement, il est hyper important dans le système. C'est le problème, tu peux pas mettre tes mecs dans la glace toute l'année. Mais il y a des matchs quand même là ils savaient qu'ils avaient pas grand chose à aller chercher. Donc c'était quand même un risque voilà. Tu vois, tu vas pas être ils vont pas t'en vouloir parce que j'ai écouté leur épisode de ce week-end et ils pensent exactement la même chose que toi. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir fait ce choix-là, effectivement. Après, moi, pour la demi, je pense que ce sera quand même Toulon. Et j'espère que ce sera Toulon. D'une part, pour avoir les copains des causeries en face, pour avoir Baptiste aussi en face. Mais je pense aussi ce serait un match plus prestigieux, je trouve. Alors, avec tout le respect qu'on doit à Castres, hein, mais tu vois, non, mais pour l'ensemble de la saison. Oui, c'est plus mérité sur la saison, évidemment. En fait, je trouve que, tu vois, on s'est battu toute la saison avec Toulon. Oui. Voilà, moi j'ai envie qu'en demi on affronte Toulon et qu'en finale ce soit Bayonne, tu vois. Parce que j'aime beaucoup. Parce que j'ai pas envie que ce soit Toulouse, mais ça c'est un autre t'as pas débat. envie que ce soit Toulouse de dire cette année c'est nous qui vous éclatons en fait. Cette année on vous dégomme les Toulousains en finale. On en a marre. Ça suffit maintenant. Si c'est juste ça me ferait marrer que ce soit Bayonne, mais je pense que ce sera Toulouse et j'aimerais que ce soit Toulouse. Donc le Bordeaux-Bayonne en finale il est incroyable par contre. Ah moi ma famille est fracturée en deux donc si ça se passe donc. La bonne ambiance. Ça c'est la partie que tu coupes au montage, c'est ça? Mais non faut pas dire que je suis bayonnais du coup. Mais non, mais pour revenir à la demi, c'est vrai que moi j'aimerais quand même bien que ce soit Toulon, un gros match à Lyon contre Toulon. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut que ça s'écrive. Je préférerais que ce soit Toulon aussi. Hein. Je te dis, moi, Castres me fait plus peur que Toulon. Après, je me plante peut-être dans les grandes largeurs, mais moi j'ai l'impression que Toulon, j'ai l'impression qu'ils sont plus du tout dans leur façon de jouer, etc. Castres, tu les as battus 2 fois cette saison.
tu vois, chez eux, à domicile. Enfin, je les ai pas Ouais, mais trouvés- entre-temps, moi je crois que ce drame leur a donné des ailes dans les grands moments. Et encore une fois, hein, après, c'est pas la même équipe qu'en 2018, hein, mais la seule équipe de l'histoire à avoir gagné un bouclier de Brennus top 14 en n'ayant pas reçu des barrages à domicile, c'est le Castres Olympique. Donc à partir de Ouais. ce moment-là, moi je me méfie de ce genre de truc parce qu'il y a t'as deux anciens qui viennent faire un discours dans le vestiaire. Tu sais pas, le rugby c'est tellement un sport d'engagement, de moment. Si les mecs ils décident de, alors encore une fois, je pense qu'on va aller en finale. Je pense que factuellement, là, on est même favori au vu des blessés qu'il y a un peu partout et notamment à Toulouse. Mais je pense que Castres est un match qui est un peu plus piège que le match de Toulon, où Toulon, on sait exactement ce qu'ils vont faire et comment ils vont le faire. Et on a les armes vraiment pour les battre dans ces domaines-là. Typiquement devant, il me faisait peur au milieu de saison et tout. Là, comme je l'ai trouvé moussé et que je trouve nos avants particulièrement en forme sur cette fin de saison, ils me font un peu moins peur. Yann, toi, du coup, tu restes sur Toulon? Oui, moi je pense que c'est Toulon qui va passer le barrage parce que comme je le disais, hein, je pense que vraiment Mignoni en fait son objectif c'est arriver en demi-finale. Comme nous l'année dernière, notre objectif c'était être en finale. Voilà, je le sens comme ça. Ok, bah réponse du coup. Alors, il y a 2 matchs ce week-end. Donc, le premier, c'est Bayonne-Clermont vendredi soir à 21h. Et du coup, samedi soir à 21h, il y aura Toulon-Castres. Et il y aura d'ailleurs un autre UBB Toulon. Mais ça, on va en parler tout de suite dans les actus du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver. Si on pète pas le boulard, ça va aller. Et du coup, pour commencer les actus du club, la première, c'est qu'on a un futur joueur, Jean-Luc Duprez, qui rejoindra donc l'UBB la saison prochaine, 3e ligne, qui va jouer avec les Springboks cet été. Donc, il y aura un match contre les Barbarians, 2 matchs contre l'Italie, un match contre la Géorgie. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu le suivre à Sale cette saison, là, il va jouer avec les Springboks. Bon, moi, la grosse nouvelle, c'est qu'il n'y a pas Rohan, quoi. D'ailleurs, Yann, on attend la vidéo sur du présent. Je me permets d'être là. On attend la vidéo de sa demi-finale avec Sale. Ouais, il faut que je télécharge le match et puis après que je regarde tout ça parce qu'il paraît qu'il a encore fait un match énorme et Ouais, il a fait un sacré match. Franchement, j'ai regardé le replay, il a fait un sacré match. Demi-finale de Premiership du coup. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pas pour rien, il a fait une saison incroyable et c'est pas pour rien alors il y a la blessure aussi de Vise, l'ancien 3e ligne qui jouait au Leicester. Et mais du coup voilà, ça montre un peu la force du bonhomme et la saison du bonhomme. Je pense qu'on a, tu vois, autant quand on avait recruté Tatafou, il y avait un peu cette énigme parce qu'on voyait Tatafou qui était à 150 kilos avant qu'il arrive chez nous quand il a signé. Bon, il a fait une super prépa pour descendre à 120. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il a fait, mais on avait un petit doute. Là, avec le CV et le joueur et la saison qu'il fait, c'est vrai que t'as un peu moins d'appréhension au départ de Tatafou, parce que en fait, tu vas retrouver un joueur, on l'avait déjà dit, hein, mais alors c'est pas un porteur de ballon. Par contre, c'est vraiment un platane, quoi. Donc, il va t'amener cette densité au plaquage. Il est très technique, et donc j'ai hâte de le voir avec les Sudaf. Bon, même si je suis pas sûr que bon, ça va pas être des matchs hyper références, quoi. Je vois les équipes que tu me cites, c'est pas non plus des cadors mondiaux, quoi. Oui, l'opposition est pas extrêmement importante, il n'y a pas d'enjeu, mais bon, toujours est-il que ce sera bien de le voir sous ce maillot-là. Deuxième actu, et celle-là, pas des moindres, c'était la grosse surprise, tu vois, c'est tombé juste après la compo, il me semble, de vendredi, donc vendredi en fin de journée, on a appris que Cameron Woki allait très probablement revenir à l'UBB pour 3 saisons, et ce, dès cet été. Quel est votre... Alors, je sais qu'il y a des supporters qui ont différents sentiments sur ce retour, à la fois sur le niveau du joueur, le profil du joueur, le fait qu'il soit déjà parti de Bordeaux. Qu'est-ce que vous en pensez, en commençant, pourquoi pas, par Greg? Alors, Woki, je trouve que c'est une super nouvelle parce qu'il va falloir compenser le départ de Petit à la touche et Woki, c'était quand même sa grande force de sauteur, de prendre les ballons de touche. À l'époque où il était là, on avait lui, on avait Roumat, on avait Petit, on avait la meilleure touche de France. Donc, je pense qu'il va bien compenser à ce niveau-là. Et après, j'espère qu'il va pas faire trop la bringue avec Jalibert, son meilleur copain. Puis après aussi, par rapport à l'image qui est renvoyée sur un club qui veut s'affirmer, de se dire qu'on peut partir et revenir quand on veut, je pense que c'est un peu moyen. Après, je pense qu'il est parti avec un autre entraîneur. Je pense qu'il y a effectivement les conditions de son départ qui font que...
Enfin, si pour ceux qui s'en rappellent et pour ceux qui étaient pas là, c'est que à ce moment-là où il y a la fracture vraiment vénère entre Urios et son vestiaire, enfin Marty a dû faire des choix, et si il fait pas ces choix-là, je pense qu'aujourd'hui on n'a plus Jalibert, on a eu vraiment un moment où Jalibert voulait se barrer, et il était pas loin du Racing, hein, c'était aussi les rumeurs qui couraient à cette époque-là. Effectivement, Greg l'a dit, hein, c'est Woki et Jalibert, c'est les meilleurs potes. Bon, Woki est parti, pas Jalibert, tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Mais moi c'est plus je pense que bon, ça a été un peu plus compliqué au Racing, mais en même temps, ça a été compliqué le Racing. Donc, c'est toujours très difficile de surnager dans une équipe qui galère. Il a perdu sa place en équipe de France. Donc, il revient, j'irai pas jusqu'à dire la queue entre les jambes, mais il revient pas non plus avec des gros souliers normalement. Apparemment, il aura accepté une vraie baisse de salaire. Donc, apparemment, il revient quand même plein d'humilité en disant bon bah là j'ai compris. Enfin, c'était un vrai problème humain qu'il avait avec Urios. Je reviens, et il sait que entre-temps, l'équipe a quand même passé un cap, même s'il y a l'année du Covid, où on est premier, on saura jamais. Il sait qu'entre-temps, l'équipe a passé un cap, qu'elle a été finaliste de Top 14, qu'elle a gagné la Champions Cup, que cette année, elle est favorite. Donc il sait très bien qu'il va devoir se refaire une place au sein du groupe. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la touche, effectivement. Entièrement d'accord avec Greg. D'ailleurs, je pense que c'est la meilleure nouvelle qu'on pouvait avoir par rapport au départ de Petit et la touche. Après, voilà, est-ce qu'il retrouvera son niveau qu'il avait avant de partir, son niveau qu'il avait à l'époque où il était titulaire en équipe de France, hein. On espère. Mais lui, je pense qu'il va arriver très travailleur et plein d'humilité, et dire ok, je sais qu'il va falloir que je me refasse une place, parce qu'il y a un 23 type qui a quand même gagné au moins un titre. Bah, c'est ça le plus important, c'est ce que dit Dylan. En gros, parce qu'il y en a qui ont des réticences à dire est-ce qu'il y a un mec qui revient dans son club, est-ce qu'il va pouvoir performer, est-ce qu'il va pas s'endormir un peu. Mais là, le truc, c'est qu'en fait, il a même pas sa place, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir la gagner. Donc, pour moi, en fait, il va devoir faire énormément d'efforts pour pouvoir rentrer dans ce 23 type. Après, là, on finalise quand même un recrutement qui est pas loin d'être parfait. C'est-à-dire que tous les éléments où on avait un peu des doutes, c'est-à-dire qu'on a quand même privilégié Coleman à Petit parce que il fallait garder cette densité en 5, etc. Et ben là, en fait, t'as réussi à recruter un troisième ligne aérien qui est probablement l'un des meilleurs contreurs du top 14 quand on arrive à toucher les bonnes zones, et qui est un facilitateur sur tes touches, quoi, comme Petit. Ça jump extrêmement rapidement. Donc tu vois, on avait un peu peur, quand on avait discuté avec Bru, il voyait plutôt un truc en interne, en disant on va peut-être faire monter en compétence Mathieu, il faudrait peut-être que Beauchaton évolue. Là, t'as même plus besoin de réfléchir comme ça. Tu sais que t'auras une base solide, tu pourras faire jouer Cameron, ce sera assez simple. Pour moi, c'est juste le coup parfait. T'as un mec qui revient, il connaît la maison, tu fais plaisir à ton meilleur joueur. Ça, c'est une chose. Moi, au Racing, cette saison, du peu que j'ai vu, les quelques matchs que j'ai vus, je ne l'ai pas trouvé du tout mauvais. Au contraire, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs joueurs du Racing, surtout devant et surtout en touche. Effectivement, il comble parfaitement le départ de Guido Petit, qui peut jouer deuxième, troisième ligne comme Cameron Woki, qui est très bon en touche comme Cameron Woki. Guido Petit, c'était vraiment le départ où on était là, qui va pouvoir prendre sa place. Et là, tu le remplaces par, en plus, un mec qui a 26 ans, qui a signé pour 3 ans, avec, comme vous l'avez dit, un salaire probablement à la baisse. Donc, il va y avoir une année de rachat de contrat qui va être dans le salary cap de l'an prochain. Mais en deuxième et troisième année, ça va être du coup un salaire qui n'est pas non plus exorbitant, sachant qu'à la fin de son contrat, il aura que 29 ans. Il est gif. Et ça, mine de rien. Hyper important. Tu vois, Yann, tu mentionnais sur Twitter sur les recrues qu'on va avoir, un seul non gif. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, en espoir, on a des très bons joueurs, mais beaucoup sont non gif. Tu vois, Bobby Bissu, c'est Yannick Bru qui nous l'a dit sur Twitter. Et ben en fait, il est encore non gif jusqu'à la fin de l'an prochain. Zapedowski, Kendravra, Evrit, Jacobs, tout ça, c'est des joueurs que on a envie de voir jouer, mais le problème, c'est que si ils veulent jouer en pro, ils prennent une place de non-gif, et on rappelle que c'est limité à 13 par saison. Donc vraiment, pour moi, cette nouvelle, ça pouvait pas être mieux, en fait. Si tu regardes en plus le moment dans la saison à laquelle tu vas chercher ce joueur-là, en fait, pour moi, c'est Laurent Marty, le magicien qui t'a sorti non pas un lapin du chapeau, mais un joli Cameron, quoi. Donc, c'est juste parfait, et j'ai aucun doute. Tu vois, vous disiez que il va falloir qu'il retrouve sa place, qu'il bataille, certes, mais j'ai aucun doute qu'il va avoir une place prépondérante dans l'effectif la saison prochaine.
exactement comme Guido pouvait l'avoir cette saison. Je pense que même au niveau où il était au Racing cette saison, il sera très 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 utile pour nous l'an prochain. Ouais, je pense qu'il a regretté son choix, le départ au Racing. Ça s'est fait un peu dans des conditions particulières. À chaque fois qu'il était blessé, il était tout le temps dans les tribunes de Chaban, hein. Ouais, complètement. Bah parce qu'il devait aller au Balap après, mais C'est ça ce que c'est j'allais dire. Après, en plus, il a des affaires à Bordeaux et tout. Enfin, lui, c'est un retour à la maison pour lui, hein. Par contre, Ah du oui. coup, je te fais sortir de ton conduct 2 secondes. Valentini, la bombe qu'il a lâchée en disant qu'il voulait venir en Europe, plus particulièrement en France, et il a cité nommément Bordeaux, parlant des célébrations post-Champions Cup. Alors Valentini, juste pour redonner un peu de contexte, c'est troisième ligne qui australien, c'est ça? Australien, ouais. Un des meilleurs troisième Il lignes est super au fort. monde. En ce moment, c'est un des des meilleurs troisième lignes du monde. Et Et c'est après, un du coup, profil une très déclat- particulier. C'est un profil, il joue au pied, enfin il pousse dans la défense, il est hyper athlétique. En fait, c'est des profils un peu à la Pollock pour ceux qui voient, c'est-à-dire des mecs ultra athlétiques qui ont des mains, qui savent Il est jouer au chambreur. ballon, chambreur comme Pollock. Non, mais qui en plus ferraille. Enfin, c'est un joueur immense. Et j'ai vu que du coup tout le monde s'était un peu enflammé. Moi, j'ai reçu des messages de potes qui m'ont dit ah ouais, Valentini il a parlé de Bordeaux. On est d'accord peut que pas là venir, salary en fait. cap et non gif. Là c'est en plus c'est pour une pige. Moi je suis pas hyper fan moi de ça de dire on fait venir des joueurs pour un an. Encore une fois on l'a vu avec Willis. Ça quand ils partent ça fait mal quoi. Alors j'ai cru voir qu'il pouvait pas venir, il aurait dû l'annoncer avant le mois d'avril Ok. pour être libéré, ouais. Non, mais Non, Mais ça, c'est un pour- super joueur, à chaque fois que j'ai joué, j'ai trouvé très très fort, quoi. Pour donner tout le contexte, en fait, c'est les rumeurs du coup étaient qu'il pourrait potentiellement venir pour une pige en 2026 pour jouer une partie de la saison ou rester un an ou à cheval entre. Enfin, ça aurait été vraiment pour une durée très très limitée, donc pas du tout un joueur qui s'inscrit dans la durée, non gif. Bon, je crois que effectivement, comme le dit Greg, la rumeur s'est vite estompée, que c'était plus un effet d'annonce. ouais, c'était un peu comme Hardy Savea quand il parlait du Stade Toulousain, quoi. Voilà, il y a l'envie ou la petite déclaration et le fait que nous on a des contraintes comme beaucoup de clubs top 14. Déjà Woki, je pense que ça a été un petit miracle, hein. Je pense que là il doit vraiment avoir il a pas du tout le même salaire qu'au Racing, quoi. Donc c'est un petit miracle. Donc moi je pense que c'est même terminé pour le recrutement, quoi. Après, il a perdu son statut d'international et tout aussi, Cameron. Donc, l'air de rien, il revient moins prestigieux que quand il est parti, en fait. C'est con, mais voilà. Donc, je pense qu'effectivement, enfin, apparemment, la baisse de son salaire est significative d'après les journalistes. Donc, il a eu cette intelligence-là. Enfin, je pense qu'en fait, il revient vraiment pour jouer au ballon, quoi. Enfin, là, il revient pour être effectivement avec Jalib, hein, parce que vraiment, tous les deux, enfin, c'est vraiment meilleur ami et meilleur ami. Et il a des affaires à Bordeaux et tout. Enfin, je crois qu'il revient vraiment pour s'inscrire à Bordeaux. Et effectivement, moi, j'ai pas trop de doute sur le fait que ce genre de joueur, même pas à son prime, même pas à 100%, t'apporte quand même énormément dans un effectif. Et il y avait aussi un autre match ce week-end du côté d'Agen, un énième UBB Stade Toulousain, encore une fois remporté par l'UBB. Pour le coup, c'est une belle surprise parce que le Stade Toulousain avait vraiment surfé sur la phase régulière du championnat Rochelle, en tout cas de notre poule. Nous, on avait fini 3e derrière le Stade Toulousain et La Rochelle. Et donc, en demi-finale du championnat Rochelle, nos espoirs se sont imposés sur le score de 29-40 avec des essais de Félix Dugail, Thomas Baronnet, Christian Everett, Ronan Favreau. Bon, Yann, là-dessus, c'est une vraie bonne nouvelle. Ouais, alors le score paraît très très large, mais par contre le match on a un peu souffert. En gros, je trouve qu'on a maximisé au mieux, enfin, je sais pas comment on peut dire, mais la moindre action qu'on a eue, on a réussi à mettre des points. On s'est bien nourri de leurs erreurs au Stade Toulousain. Ils ont loupé énormément de points au pied, les jeunes du stade. Mais nous, on a été, je trouve, très costaud en défense. Donc ça, c'est le truc que je mettrai en avant. Ils ont été extrêmement solidaires. Notamment, on a une troisième ligne qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a eu donc Zapedowski, le jeune espoir d'origine. Tu l'as bien, hein, la prononciation. Hein. Ah ouais, pour une fois, putain. Donc le jeune Vous n'avez pas le remarqué, il l'aura plus maintenant. C'est foutu. Mais c'est pour ça que je fais ça. Laissez glisser là, c'était parfait. Le jeune espoir polonais qui s'est blessé à l'épaule assez rapidement, et donc en fait il y a Bizu qui est Bobby qui est rentré en 8 et Ipsayen a été décalé en 6 et Jacob est rentré dans la cage. Et là on a eu une troisième ligne, mais alors
entre Sako, Bobby et Ipsayen, en fait, ils les ont martyrisés dans les zones de ruck quand ils ont porté le ballon. Là, les Toulousains, on leur a fait vraiment mal dans ce secteur-là, donc défense, ruck, etc. Par contre, c'est vrai que dès que le Stade Toulousain touchait un peu le ballon et le portait et amenait des séquences, on commençait un peu à se faire dépasser. Ils ont quand même marqué pas mal d'essais assez facilement, mine de rien. Mais on a continué à y croire et puis on s'est nourri de toutes leurs erreurs. À un moment, il fait une passe à un poteau, le joueur du Stade Toulousain, on va marquer. Il y a une chandelle qui tombe en plein milieu et puis c'est Bonne qui arrive plein fer pour récupérer. Voilà, je trouve qu'on a fait le match parfait quand t'es dominé. On a piqué au bon moment. Voilà, si je mettrais des joueurs en avant, je mettrais la troisième ligne, Ipsayen, qui a été énorme dans les rucks. Alors on l'a moins vu offensivement, mais lui, il est déjà prêt. Et Bobby, qui est la vraie révélation, Bisu, qui est la vraie révélation espoir cette année. Lui, c'est sûr qu'il fera la Coupe du Monde U20. Enfin, je vois pas comment il peut pas être sélectionné en U20 là, avec Ipsayen. Pour moi, c'est les deux qui vont faire la Coupe du Monde. J'ai bien aimé également le comportement de la première ligne en première mi-temps. C'est-à-dire que Afan à droite a plutôt dominé Bertrand, le pilier gauche du Stade Toulousain, qui a fait quelques matchs en première. Après, ça a été plus en difficulté. On a senti qu'il manquait du monde à gauche. C'est-à-dire que le remplaçant, à un moment, c'est Afan qui passait à gauche. Il s'est fait un peu détruire. Et là, on a été un peu en difficulté. Ils nous ont marqué 2 portées. En mêlée, on prenait pénalité sur pénalité. Derrière, les joueurs que j'ai bien aimés, le jeune Dro, qui s'entraîne un peu dans la cellule élite avec les pros. Il a un sacré pied gauche. C'est-à-dire qu'il a marqué 2 pénalités de 50 mètres. Donc, plutôt intéressant. Et aussi un centre qui a été replacé à l'aile, Bonne, qui je trouve qui est déjà très physique. Il fait au moins un 90 et il a des pattes terribles. Le dernier essai, donc qui est le seul essai construit, il fait un beau déboulé sur l'aile et puis après il retrouve tranquillement intérieur. Donc voilà, je suis content pour le staff, pour les joueurs, pour Richard qu'on a reçu, mon ancien coach, et donc j'espère qu'ils vont aller chercher à Toulon. Je pense que avec le retour de Baquet, j'espère qu'il y a Georgie aussi, parce que là on a manqué un peu de densité en 12. Au centre du terrain, pas forcément Favreau, mais au centre du terrain, je trouve qu'on a manqué un peu de densité. Face à des Toulon où j'ai vu le match de La Rochelle, ils sont très physiques. Notamment, ils ont un 8 géorgien qui Ouais, ça va faire. je l'ai vu passer. Ouais. Ouais, ça va faire un beau duel, je pense, avec Bobby et Ipsayen. Ça va valoir son pesant d'or. Et ils ont une grosse première ligne parce que mine de rien, ils ont beaucoup d'internationaux U20 en pilier. Donc voilà, donc ça va être un très beau match. J'ai hâte. Et Tchegari, il était comment ? Et Tchegari, catastrophique. Non, ouais, il est passé à côté de son match. Je pense que il s'est pas remis forcément de son entorse. Son orteil, là. Ouais, donc ça se voyait, il était un peu en dents de scie. Alors il nous a fait du bien sur le jeu au pied. Ça, c'est vrai que là tu vois la différence. Il a un jeu au pied monstrueux, mais il est un peu passé à côté. Ouais. Bon, après, je suis pas inquiet, quoi. Non, parce que lui, il peut postuler aussi sur la première. Ouais, clairement. Et tu vois, je sais que les Toulonnais, eux, vont envoyer une délégation pour cette finale. J'espère que les United Bébés aussi, vu qu'en plus on n'a pas de match nous ce week-end. Donc la finale sera samedi à 15h. Le lieu, j'avais regardé sur le site de la FFR, n'était pas encore indiqué, mais allez voir sur les pages des UBB Espoir sur Instagram. Vous allez avoir toutes les infos si vous souhaitez vous y rendre. Alors pour la diffusion, évidemment, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Là, ce week-end, c'était très bien. On a pu voir le match parce que c'était contre le Stade Toulousain et que le Stade Toulousain a sa chaîne Twitch, tout simplement. Bon, nous, c'est le moment de lancer un peu l'appel. Je vais profiter d'avoir Dylan, le pro de Twitch, pour en parler. Mais pourquoi ne pas avoir une chaîne Twitch UBB la saison prochaine où, en gros, tu pourrais avoir, d'une part, les matchs des espoirs, donc ça pour nous ce serait juste incroyable. Les matchs des Lions aussi, mettre en lumière le rugby féminin, ça peut être tellement incroyable d'avoir ça. Tu vois, t'as pas forcément besoin d'avoir des commentateurs, d'avoir un dispositif de dingue, tu vois, mais au moins d'avoir les diffusions pour qu'on puisse avoir les images, tu vois, que ce soit pour les Lions ou les espoirs. Alors en plus ça des commentateurs, ce serait incroyable. Mais tu vois, déjà t'as 2 événements chaque week-end. Tu peux y ajouter tes conférences d'avant-match, tes conférences d'après-match pour l'UBB, pour les pros, chose que fait le Stade Toulousain. Et tu peux avoir une émission qui s'appelle Les UBBistes un soir dans la semaine. Alors ce serait pas le lundi soir du coup, puisque ce serait quand même bête de se mettre en face de la meilleure émission rugby Twitch, qui est le petit bureau, mais pourquoi pas le mardi soir. Bureau, c'est naze.
Et tu pourrais aussi imaginer, pourquoi pas, tu vois, le club avait son podcast cette saison en bord terrain avec Alizé, du coup, qui travaille au club. Mais pourquoi pas faire aussi des rencontres avec des joueurs, un peu comme le fait la FFR avec Pauline Bouic, tu vois, qui fait des interviews avec des joueurs qui sont vraiment très cool, qui te permettent de découvrir les joueurs, ils prennent le temps de discuter de plein de choses différentes. Et pourquoi pas, encore mieux, avoir Nance Ducoing qui t'anime cette séquence-là, tu vois, avec en plus le fait qu'il connaît bien les joueurs. Et là, tu peux vraiment te régaler. Et du coup, t'as de la récurrence, pour le coup, en termes de fan service, tu peux avoir des choses. Alors, Dylan, tu vas me corriger si je me trompe, mais qui coûtent pas non plus un bras à mettre en place, qui demandent pas des ressources énormes. Et toi, tu as l'habitude de faire des lives au fin fond de la Laponie pendant des jours. Donc, j'imagine que c'est des choses qui te paraissent pas difficiles à mettre en place. Mais pour un club de top 14, ça me paraît pas déconnant. Ah non, mais non seulement c'est pas déconnant, mais en plus je vais te dire un truc, c'est que, du coup je vais être transparent, mais j'avais déjà dit sur Twitter, mais moi j'ai proposé au club, ça fait 2 ans que je propose au club, je leur dis, il faudrait, moi dans mon idée, l'idée que j'avais du dispositif, c'est il faut comme ça diffuser les matchs de préparation des seniors, parce que ça l'an dernier ils ont essayé de le faire à la moitié de la première mi-temps de je sais plus quel match, ça a bugué. Donc ils l'ont plus refait. En plus, quand ça a bugué, le micro était très mal placé. Du coup, on entendait un spectateur, discuter et avoir il me semble, non utiliser des mots un peu particuliers. Ça, c'est un peu casse-gueule aussi parce que tu peux vite te faire ban et tu peux vite avoir des problèmes quand certains mots sont prononcés. Et lui, il était tout le temps. Ouais, c'est ça. Il était tout le temps pas loin. Donc, faut faire gaffe à ça. Donc je me disais, il faudrait aussi pour les gros matchs potentiellement. J'imagine par exemple t'as un match au Matmut, un Bordeaux-Toulouse l'an prochain, avoir un plateau d'avant-match en direct sur Twitch à partir de 18h avec des gens, des fans, des supporters, des gars qui bossent au club, des joueurs qui sont pas sur la feuille de match ou qui sont pétés, tu fais venir des gars justement comme Emeric, comme Noé Nogodi que vous avez déjà reçu. Enfin tu vois, tu peux faire des plateaux d'avant-match pour les matchs de gala, des trucs vraiment cool. Et effectivement diffuser les espoirs et les Lions, ça me paraît, c'est un kit, un pack qui est vraiment pas coûteux à partir du moment où tu sais ce que tu fais, parce qu'on a la chance d'être en 2025 et de pas avoir besoin d'avoir des caméras télé qui coûtent 200 000 €. On n'a pas besoin d'avoir un diffuseur, d'avoir une histoire de droit, etc. En fait, le club peut gérer sa communication, gérer sa diffusion de A à Z, mais en même temps, il faut que ce soit fait par des gens qui connaissent et qui maîtrisent ces outils-là, qui sont dans la prod. Enfin, moi, j'ai une boîte de prod, justement. On fait des matchs de rugby, on fait des événements de sport, de la boxe, on fait plein de trucs. C'est pas difficile à mettre en place, c'est juste qu'il faut avoir les compétences et les outils pour le faire, point. Tu peux pas tout internaliser, et c'est surtout quand je l'ai proposé au club il y a 2 ans et quand je l'ai reproposé au club cette année, l'idée c'est de le faire le moins cher possible pour le club. Pour être tout à fait transparent, moi ce que je veux leur proposer, c'est que je me rémunère même pas en fait. Je le fais moi par amour du maillot, je paye juste le staff. Moi je prends même pas d'oseille, je le fais juste parce que je pense que c'est hyper important de le faire pour exister. Typiquement le Stade Toulousain le fait très bien. Et même le Stade Toulousain pourrait aller plus loin, tu vois. Il y a vraiment il y a un marché à prendre là-dessus, et il suffit de passer une soirée sur les groupes Facebook ou sur Twitter ou peu importe où t'es, sur Insta, un soir de match ou une semaine où il y a un gros match, pour se rendre compte que les gens ont beaucoup d'appétit pour du contenu. Déjà cette année on a eu le point infirmerie, c'était déjà un pas en avant. Ça on l'a demandé plusieurs fois. C'est pas faute de l'avoir réclamé effectivement, mais tu vois, en fait, tu peux te permettre, je pense, vraiment, quand t'as un club de top 14, surtout quand, vu la vision, on va dire, de Laurent Marty sur le club, parce que Laurent Marty, il a quand même ce truc où il veut créer un lien avec le territoire. Il a pas voulu créer un club au milieu de nulle part avec pas d'identité et tout. Il a vraiment créé un lien avec le territoire. Les places pas chères, les réducs pour les étudiants, c'était important, je pense. Ça fait partie des outils qui te permettent d'avoir un lien ultra direct, parce que Twitch, on rappelle, il y a un chat, il y a machin. Tu peux faire, j'y ai pensé pendant tout le match justement des espoirs sur le Twitch du Stade Toulousain. Il y a moyen très 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 facilement de faire 10 fois plus quali, sans manquer de respect à ce que fait le Stade Toulousain. Là, ils ont vraiment posé une caméra sur un trépied et ils tournaient la caméra il y avait un micro dessus et ils tournaient la caméra quand il y avait une action. Même au niveau je vais pas rentrer dans les détails, mais même au niveau de la qualité de retransmission, des pertes de paquets, etc. Tout ça, c'est des trucs que tu peux éviter assez facilement quand tu connais
ton métier. C'est un métier. Et faire de la prod, moi, je trouve que c'est hyper important de produire du contenu autour de ton club et autour de ta marque. Et j'aimerais un jour avoir plus qu'une réponse cordiale en fait à mes messages. J'aimerais un jour pouvoir m'asseoir avec quelqu'un dans une pièce du club et discuter avec lui sur, enfin lui apporter la plaquette et dire ben voilà l'idée qu'on a, voilà combien ça coûte. Et je vous jure que même au niveau du sponsoring en fait. Les sponsors ils seront présents sur la chaîne Twitch, donc en fait tu vends plus cher l'emplacement aux sponsors, donc en fait ça te coûte même pas d'oseille à la fin. C'est ça le truc. C'est ça, c'est que moi je mentionnais le fan service, mais en fait c'est ton club dans l'ensemble qui bénéficie de ça. Effectivement, tu peux avoir des sponsors, que ce soit des Lyon ou des sponsors même attitrés aux espoirs qui vont être juste sur ces diffusions-là. Tu augmentes ton inventaire en gros pour tes partenaires sur le digital. Tu fais du fan service. Moi, si jamais il y a une réunion qui est organisée, j'aimerais bien en être pour proposer des idées, pourquoi pas. Mais voilà, c'est encore un petit appel du pied qu'on fait. On trouve que c'est un no-brainer de réfléchir à ce genre de sujet. On espère qu'il y aura déjà au moins un petit essai la saison prochaine. Ça pourrait être bien et il y a clairement de belles choses à faire. Je pense qu'il serait très surpris des chiffres. Hein. Honnêtement, diffusion. En plus, maintenant, t'as le droit de co-broadcast Twitch et YouTube. Twitch a fait sauter certaines galères qu'il y avait dans les contrats partenaires. Donc maintenant, tu peux diffuser en même temps sur Twitch et sur YouTube le même contenu, ce qui n'était pas le cas il y a encore 1 an ou 2. Vraiment, en fait, c'est au-delà de créer ta marque, c'est pas juste des réseaux sociaux. Là, on parle pas juste d'être sur Instagram ou sur Twitter. Là, le débat, il est quand même plus profond que ça. C'est de dire, ta diffusion peut t'appartenir. Donc, chez les Espoirs, chez les Lions, à part les matchs qui sont achetés par Canal, voilà, ta diffusion t'appartient. Le contenu que tu crées autour de ton club t'appartient. C'est-à-dire, effectivement, ce que tu disais, tu mets Danse du coin, tu mets machin, tu peux mettre la patte du club et maîtriser la communication autour de ton club, ce qui est quand même un sacré luxe, parce que du coup, tu crées le contenu que les gens ont envie de voir et tu dores encore plus ton image de marque. Non, mais en plus, tu aurais les compositions faites par Rugby Tuesday, etc. Ça peut être, en plus, en ça 3D, avec Ouais, des je pense que holographes. c'est ce qui manque au projet. C'est ce qui manquait au projet. Ça va être accepté l'an prochain. Voilà. Et pour finir là-dessus, on parle aussi beaucoup du rugby féminin, les Lions qui gagnent 3 boucliers consécutifs et on n'est pas capable de voir un match dans l'année. Moi, je trouve ça aberrant. Si vraiment on veut investir le rugby féminin notamment, qu'on veut mettre les moyens, qu'on veut que ça se développe, bah, ça passe aussi par là. C'est donner de la visibilité à ces équipes-là. Donc, il y a les espoirs, mais aussi le rugby féminin. Et voilà, si tu fais l'un, pourquoi pas faire l'autre. Donc, en fait, ça répondra à tellement d'enjeux. Voilà, on espère qu'on suivra encore une fois l'exemple du Stade Toulousain. Mais voilà, c'était juste une petite aparté. Voilà, je sais que Yann a très envie de faire une émission sur Twitch. Sur les Espoirs La saison. UBBeast saison 2 sur Twitch. Et pourquoi pas? Oh le teaser là, ça se fait pas de faire des trucs comme ça. Là. Bah écoute, après. Je suis pas au courant par contre. Ouais, c'est ça, il vient de l'apprendre là, mais bon. Il y a des tel projets. engouement derrière le club qu'il y a un public pour ça. Hein. Moi, j'en suis persuadé, et comme dit Dylan, il y a un public, il y a des sponsors qui peuvent être aussi intéressés. Enfin voilà, il y a de la dynamique encore à aller chercher sur le digital, et en plus, bah, maintenant que le club n'est plus sur Twitter, bah, il y a de la ressource et du temps à y consacrer. Voilà pour les actus du club. On est déjà à 1h30 passée d'émission, mais on va quand même faire la présentation de notre petit espoir. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et donc, comme nous avons pu voir le match ce week-end diffusé par le Stade Toulousain, Yann, toi, tu voulais mettre en avant un joueur qui a été souvent, je crois que c'est le capitaine attitré des Espoirs. Moi, à chaque fois que je vois les compos, il est souvent capi-chef. 3e ligne, numéro 7, plutôt Andrea Sacco. Ouais, le capitaine des Espoirs, que j'aime beaucoup. C'est un très beau joueur de rugby. Il est très très complet. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est capable de mettre énormément de vitesse. D'ailleurs, il avait fait des sélections à 7, enfin chez nous, et c'est un joueur qui est extrêmement complet, donc aérien, donc c'est le capitaine des touches, c'est lui qui annonce toutes les touches, etc. C'est un très bon plaqueur, il arrive à faire bien entre la défense et l'attaque, et même le liant avec les 3/4, il est très bon. Sa seule limite pour moi pour l'instant, mais il va falloir qu'il arrive à la compenser, c'est peut-être physiquement, ou il est peut-être un peu léger pour le monde pro, mais tu vois, tu peux arriver à compenser en faisant une suractivité, donc
Donc j'espère qu'il va passer le cut, mais en tout cas très content. C'est un jeune, en plus c'est un jeune Girondin, hein. Je crois qu'il était formé à Libourne, donc après il est arrivé chez nous, c'est à BBG, là il est espoir à l'Union Bordeaux-Bègles, donc tu vois c'est vraiment un gars du coin. Donc voilà, capitaine des espoirs qui va faire sa finale, c'est important, toujours propre. Donc hâte de le revoir contre Toulon. Et puis j'espère qu'il va passer le cap l'année prochaine. Bon, même si j'ai un peu plus de doutes par rapport à d'autres troisième lignes chez des espoirs. Bah, il a déjà la concurrence de Gardra, Ipsa, il y a Nbissu, il y a Jacobs. C'est vrai que quand tu es espoir troisième ligne à l'UBB, c'est compliqué d'espérer une feuille de match avec les pros, quoi. Tellement il y a de concurrence. Ouais, carrément. C'est un peu le problème. Et puis en plus, t'as des jeunes de très très grand talent, quoi. Là, on parle d'autres catégories. Ouais. Bon, en tout cas, on lui souhaite le meilleur, du coup, samedi à 15h pour cette finale, en espérant qu'il soit récompensé, le capitaine de nos espoirs, pour toute cette belle saison, et que d'ailleurs l'ensemble des joueurs et du staff, avec une pensée particulière pour Richard Darambit qui était venu nous voir chez les UBBistes. Donc rendez-vous ce week-end pour la finale des espoirs, finale du championnat Réchelle face au RCT. Dylan, Greg, il est temps pour moi de vous remercier. C'était un plaisir de vous avoir. Dylan, toi, donc, on te retrouve sur X, sur Dylan Trekking. Ouais, me suivez pas sur X. Je dis que des conneries. C'est que des conneries. J'aime bien brancher les Rochelais, moi, sur X. C'est mon fond de commerce. Non, je plaisante. Dylan, il aime la castagne. Hein. Ouais, j'aime bien la castagne, j'avoue. Mais après, j'aime surtout que je mets des signés sur des tweets qui ont 3-4 ans. Donc ça va devenir mon fond de commerce, ça. Non, mais par contre, merci beaucoup. Hein, je voulais dire de m'avoir reçu, de nous avoir reçus. C'est vraiment très très cool. Moi, c'est mon petit plaisir du mardi/mercredi. Bon, du coup, vous venez de me niquer mon plaisir parce que je connais déjà l'épisode. Mais c'est vraiment mon petit plaisir. Et puis, un honneur d'être passé après tous ces illustres invités. Quand même, hein, que vous avez reçu tout au long de cette saison, enfin illustre invité et puis Emric, quoi. Et puis bravo, hein, pour ce que vous faites, et merci pour ce que vous faites pour le club, parce que vraiment on n'a pas assez de contenu, donc ça fait plaisir d'avoir notre petit podcast UBB, tu vois, une fois par semaine, c'est même pas assez. Ouais, merci beaucoup à tous les deux, c'était vraiment très chouette, et c'est vrai que j'adore votre podcast, je l'écoute tous les mardis, je trouve que votre duo marche super bien. Et c'était intéressant. Et puis, merci pour l'invite, ouais. Merci Greg. J'attends l'épisode avec Agifred quand même. J'espère qu'un jour vous recevrez le musicien préféré de la Cube. Jeffred. Ouais. Jeffred, mais oui, Jeffred. Alors là, vous avez cartonné avec celui-là. Oui, alors, pour ceux qui n'ont pas du tout la ref, il s'agit d'un Twitter qui aime bien brancher de Bordeaux. Qui aime bien brancher les Toulousains sur Twitter. Alors, qui aime bien brancher tout le monde. Hein. Enfin, alors là, concrètement, Jeff, c'est notre maître à tous. Hein. C'est le roi de la castagne. Avec Actu Stade Toulousain, ça peut. Voilà, c'est le meilleur copain du monde, je pense. Hein. Quoique, ils seront peut-être d'accord sur Ntamak. Hein. Il serait capable de se mettre d'accord sur Ntamak. Et juste, Greg, toi, donc, on te retrouve sur la page Rugby Tuesday. C'est principalement Twitter ou tu es aussi Instagram ? Ouais, non, c'est Twitter. Instagram, j'ai ouvert un truc, mais j'y vais jamais en fait. Ok, donc si vous voulez voir alors, les compos d'équipe avant les matchs faites par Greg sur la page Rugby Tuesday, c'est un délice, c'est fait avec humour, c'est de la parodie de compos d'équipe avec des jeux de mots sur les joueurs. Nous, ça nous fait marrer à chaque fois. Caso, je suis obligé de le metêtre, sinon je me fais engueuler. Donc il y sera. Oui. Je ferai l'effort pour les barrages, pour les compos là. Sur le Caso, il y a des gens qui disent qui ont pas compris, qui disent, ah putain, j'ai mis 6 mois à comprendre Caso. À chaque fois, on me demande l'explication. Ouais. Elle est géniale, la meilleure. Effectivement, il y a certains joueurs où en fait, tu réfléchis un peu et puis c'est vrai qu'au bout de 5-10 minutes, tu dis, oh putain, et là tu te marres. Ouais. Et t'as pas tout instantanément. Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être venus chez les UBBistes. C'est très possible qu'on vous relance une petite invitation. Alors, je sais pas quand. Il faudra voir un peu comment se passe cette fin de saison. Pourquoi pas faire un bilan de fin de saison, peut-être une projection sur la saison prochaine. Je pense qu'on aura pas mal de choses à discuter cet été après le 28 juin. Il faudra débriefer le doublé et tout. Enfin, ouais, il y a des choses à dire. C'est incroyable. Se retrouver autour des 2 trophées. Bon. Ah ouais, non, oh là là. Ouais, il faudra 3 heures d'émission là. Ouais, des dimanches difficiles. Ouais. Yann, merci beaucoup. Ouais, merci à tout le monde. C'était cool. Merci à vous, salut. Super émission. Salut les gars. Bisous les gars, ciao.